Et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Pourquoi Buffy c'est génial, épisode 60. Wouhou 60, c'est énorme. Nous écoutions donc Act of Faith qui nous chantait Bring Me Home. C'est un morceau tiré évidemment de l'épisode qu'on va commenter ce soir. Bienvenue donc dans Pourquoi Buffy c'est génial, je suis Sartman, c'est l'épisode 60 donc, que je l'avais déjà dit. Je suis évidemment accompagné de Riley et Mallory, ouais. Salut. Et on a un grand retour ce soir, c'est Comeback. Clément. Le comeback. Clément. Il m'a oublié. Bah ça fait 3 ans qu'on t'a pas entendu dans le podcast. Le 3 ans. Bah, on en fait 2 par an, ça fait à peu près ça. Hein. C'est vrai. Le chat est en délire, ils sont très contents de te revoir. I'm back, Clément. baby. Ça fait grand plaisir, c'est un événement. Bon retour Clément, ça dit sur le chat. On fait aussi un énorme bisou à Xavier, notre ingénieur du son. Coucou Xavier, parce que maintenant c'est pour ça que le son est de qualité maintenant pour Qui dans le en podcast. chie, on le voit, il en chie, chie, ouais. il appuie sur tous ces boutons, c'est compliqué Elle pour est lui. loin à J'avançais l'époque des trucs et où tu oubliais d'appuyer sur REC. Ouais, ça c'était le bon temps. C'était le bon temps. Oui, tu enregistres bien Xavier, hein, c'est ça? Ouais, bien sûr. Et nous avons une invitée ce soir. Bonsoir Agathe. Bonsoir. Comment ça va Agathe? Très bien, et vous? Ça va. Quel. Nos auditeurs et auditrices te connaissent, enfin les plus assidus te connaissent déjà puisque tu as joué le rôle de Buffy. C'est vrai, c'était moi qui foutais des tatanes à tout va. On a Buffy Vous en vous souvenez invité tout simplement. Donc dans le jeu de rôle qu'on avait fait à Riley, c'est ça On hein? avait fait il y a un hors-série Ouais. jeu de rôle Buffy. Vous aviez incarné les personnages de la série, moi j'étais Joss Whedon tout simplement. Oula, Dans sa période je m'en souviens, hein, j'ai beaucoup pleuré. saison 1, donc tout allait bien à l'époque. Et bah, Agathe, tu faisais Buffy, tout à fait, une Buffy de qualité qui tabassait tout le monde. Ouais. Ouais. C'était parfait. On est évidemment en live sur Twitch. Comment ça marche Riley? Dis-nous tout. Bah, et les gens sont déjà là, donc... Ah non, c'est ceux qui sont pas là, je parle aux gens qui sont pas Il là. a expliqué de venir. Si vous n'êtes pas encore sur le live, il faut absolument vous abonner, vous connecter, vous nous suivre sur Twitch. Donc www.twitch.tv/pourquoi-Buffy. Plus on est nombreux, plus on s'amuse. On peut interagir avec vous, vous pouvez poser des questions, vous pouvez dire que Clément c'est le meilleur, hein, on voit encore. Hein. Ah bon? Et maintenant et après il y a des vive Agathe, mais Agathe c'est toi la best. Voilà. Ça ne parle que de toi. Les gens sont gentils sur le chat. ce Oui, soir. vraiment. Étonnant. Le sommaire, de quoi on va parler, mon petit Riley? Le sommaire, c'est d'abord la rubrique des gros bisous, bien sûr. On a plein de gros bisous à faire, puisque ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de podcast, on l'a déjà dit. Ensuite, ce sera l'actualité par notre 4e mousquetaire, notre 5e mousquetaire maintenant, Big M, qui est dans l'Est de la France et qui nous a préparé une rubrique actualité autour de Buffy, donc qui va être longue aussi, parce qu'il y a plein de choses à dire. Avec une info exclusive, j'annonce. Hein. Ah ouais? Ouh, ouais, d'accord, donc restez bien à l'écoute. Ensuite, on passera à l'épisode du jour, les commentaires audio donc de Reptile Boy. Reptile Boy. Dévotion en VF, c'est l'épisode 5 de la saison 2. Ce sera donc l'occasion de parler des classes sociales, hein, de la masculinité toxique et du patriarcat, bien sûr. Agathe a Et de tout la un dossier. Agathe a La vu soumission chimique. Ouais. Voilà, des Effectivement, sujets oui. pas forcément très rigolos, mais Non. dont on va... Oui, Du grand divertissement ce soir. Voilà, voilà, tout ça dans les fraternités américaines, hein, typiques américaines. Vous voyez très bien ce cliché américain, donc ça va se passer là-dedans. On va parler de MMA également, de symboles phalliques, d'alcool. Putain, une soirée riche. riche, enfin, on peut dire ça. Tous les ingrédients pour une soirée réussie. Voilà. Après cet épisode incroyable, ce sera la rubrique de l'invité, bien sûr. Avec toi, Agathe, tu nous diras tout sur ton amour pour Buffy. Ensuite, on va terminer le podcast avec la rubrique des systèmes Buffy. Tu vas aimer ça, donc c'est un peu nos coups de cœur en rapport avec Buffy. Vous avez préparé des systèmes Buffy? Oui. Non. D'accord, Agathe, super. Je vous rappelle le principe du podcast, nous faisons des commentaires audio d'un épisode de Buffy que nous regardons en direct pour mieux comprendre la série et l'apprécier. À sa juste valeur. Le podcast est un peu partout sur les internets, mais si jamais il n'est pas sur votre appli de podcast préféré, vous nous le dites et on verra si on peut y remédier. Le podcast existe également en vidéo sur YouTube. Et je vous rappelle l'adresse de notre blog où il y a tous les liens. Pourquoi Buffy c'est génial.wordpress.com, tout attaché, sans accent. Et c'est tout de suite la rubrique des gros bisous. Timmy's down the bloody well, and if you make me miss it, I'll do what? Lick me to death? This is a time of celebration, so sit still and be quiet. Is everyone here very stoned? I love you, Xander. I'll never leave you. I'm the one who sleeps with you and feeds you, bathes you. Yeah. I see your and raise you a yeah. She bathed you? Nothing can defeat the penis!
Et pourtant, si. Rien ne peut battre le pénis. Voilà, encore une réplique qui colle parfaitement à l'épisode de ce soir. Mais Qui colle, c'est le cas de le dire. Oula. Ah non, mais c'est pas. J'ai hésité à la faire Merci. Moi, tu me libères d'un truc là, sérieux. On l'a tous pensé. Calmons-nous. Moi j'avais des gros bisous à faire à Maëlys pour son mail adorable. Je vous ai fait suivre, je crois, Maëlys qui nous a montré même une photo d'un tatouage magnifique. Donc qui nous écoute et qui regarde Buffy. Bravo Maëlys. Des gros bisous aussi à Barbicool87 qui nous regarde quotidiennement sur YouTube. Ça c'est trop super. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres gros bisous? Raya, vous avez un gros bisou? Bah oui, j'ai plein de gros bisous moi. Donc j'ai un gros bisou d'abord à Juliette, fan de Buffy récente, qu'on a vu à la soirée. Il était une fois Buffy. Ah oui, Juliette. On en a pas parlé parce qu'on a fait entre temps. Il n'y a pas eu de podcast, il me semble. Je ne crois pas. Non, c'était en septembre. Il n'y a pas eu de podcast depuis juin. Donc il y avait plein de fans de Buffy à cette soirée. C'était trop bien. Donc gros bisous à Juliette, gros bisous aussi à Elodie Denis qui était sur scène avec toi Sartman lors de cette soirée et qui m'a envoyé son roman. Elle m'a dit après la soirée je t'envoie mon livre et tout, et elle l'a fait, et donc ça s'appelle Bec et Ongles dans la collection Carnage, et c'est un roman humour noir, horreur. Je commence à lire, c'est cool, merci beaucoup Elodie, gros bisous. Et enfin je voulais faire un gros bisou, et là on est concernés tous les trois les gars, c'est à Lorraine qui joue Paige dans Reaper. Ah Lorraine. Voilà, gros bisous à on Lorraine. peut en parler, on a revu Lorraine il n'y a pas longtemps. Pour finir la fiction audio Reaper, tout à fait. Voilà, donc il y aura pas... Il y aura... Ouais. Fin, et c'était trop kiffant. On a tout enregistré avec une guest star exceptionnelle. Donc vous allez voir ça. Alors sur le chat, on ne dira pas qui, mais... Pas ce soir. Mais oui, on peut vous annoncer que donc on a enregistré les derniers épisodes de Reaper. Ils sont en cours de montage. Donc dans le prochain épisode, dans le prochain podcast, normalement, il y aura du Reaper. Un nouvel épisode de Reaper. Voilà, et on est très content d'avoir fait ça. 2025. Ouais. 26 même. On a hâte que vous écoutiez ça parce qu'on est assez content de nous. Hein. Je pense que ça va être bien. Des gros bisous, Mallory. Moi, j'avais un gros bisou pour ma copine Sylvie, qui est fan de Buffy, qui devait nous écouter, mais qui nous écoute pas. Je lui fais quand même un gros bisou, c'est pas grave. Sylvie. Sylvie, tu déconnes. Si tu nous écoutes plus tard, tu déconnes. Bagat, des gros bisous. C'est à vous, je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir invité à votre épisode. Merci d'être venu. Voilà. Gros bisous, Agathe. Clément, des gros bisous. Ouais, un gros bisou à Lorraine, bon, du coup pas la même, une autre qui habite à Montpellier et qui m'a envoyé un super message en nous disant qu'elle adore nous écouter en travaillant. Gros bisous, Lorraine. Un gros bisou à Lorraine. On fait un gros bisou au chat également. Moi, j'ai absolument pas le temps de le lire, le chat, mais Rayla, je compte sur toi pour avoir un œil dessus. Génial pour Reaper, on nous dit. On a des cœurs. Adorable cœur. Évidemment, gros bisous. C'est tout de suite l'heure de la rubrique Actu. The world's gonna want to know about Buffy. You had sex with Giles? Does he mention the cheerleaders? Because we were on twice. Hey, Jonathan, over here. Quick photo, please. Shot. Another one. Some more. What's the prophecy? 5 people have died. In a car crash. Murder? What murder? You're not here about the review? God, doesn't anyone write in to praise the cheerleaders? Donc oui, une nouvelle rubrique Actu préparée, enregistrée avec amour par l'incroyable Big M en personne. Avec beaucoup d'amour, il me semble. C'est tout de suite. Il y a énormément d'amour. De l'amour collant, peut-être? Plein d'amour qui colle. Ouais, voilà. Merci de me suivre. Ce sera coupé au montage. Non, bien sûr que non. Et c'est parti, Big M, c'est à toi. Et bonjour tout le monde, c'est moi, c'est Big M. C'est pour la rubrique Actu de Pourquoi Buffy c'est génial. Alors, que se passe-t-il ces temps-ci dans la vie de nos comédiens favoris? Sarah Michelle Gellar est bientôt de retour sur le petit écran avec une nouvelle série. Il s'agit d'un prequel à Dexter de 2006, la série policière dans laquelle on avait déjà pu voir Julie Benz dans de nombreuses saisons, souvenez-vous, qui racontera les débuts du personnage principal Dexter Morgan et dans laquelle notre ex-tueuse préférée incarnera Tanya Martin, la supérieure directe de Dexter au sein de la police scientifique de Miami. Dexter Original Sin, le péché originel en français, sera diffusé à partir du 13 décembre 2024 sur la chaîne américaine Showtime. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas servi de news sur Alyson Hannigan, alors en voici une. Elle est actuellement en plein tournage à Rome d'une comédie romantique. Le film Solo Mio, réalisé par Charles et Daniel Keenan, est prévu pour courant 2025. Danny Strong vient de devenir papa d'une petite fille il y a quelques semaines. Toutes nos félicitations à lui. L'acteur de 50 ans nous est familier pour son rôle de Jonathan Levinson du trio dans Buffy.
Côté merchandising, les collectionneurs les plus assidus seront ravis d'apprendre qu'une nouvelle collection de Funko Pop Buffy très cool est sortie tout récemment. A priori, elles seront disponibles en France à partir du 2 décembre de cette année. Attention toutefois, car la 5e et dernière pop de cette série est une édition spéciale représentant Spike dans son look punk de New York en 1977, exclusive aux Amériques et vraisemblablement déjà sold out. Consacrons-nous à présent aux actualités événementielles. Vous avez apprécié les 2 premières soirées Buffy au hasard ludique de Paris? Alors réjouissez-vous car une 3e est prévue le 27 février prochain, soyez au rendez-vous. Les plus chanceux parmi les fans ont peut-être eu l'occasion de faire un tour à Ghent en Belgique le premier week-end de ce mois pour y rencontrer Monsieur David Boreanaz himself à la convention Facts. C'était le moment pour obtenir une dédicace personnalisée, de poser avec lui en photo, de discuter un peu et peut-être même, pourquoi pas, de lui serrer la main. De la partie avec lui était aussi Felicia Day, une actrice fétiche de Joss Whedon et qui avait interprété le rôle de Vi, une tueuse potentielle. Charisma Carpenter, quant à elle, sera également de retour en France et ce en début de l'année 2025 pour la convention Avignon Geek Expo. Ça se passera les 8 et 9 février. On termine bien entendu avec les nouvelles autour du plus gros événement français du Buffyverse du moment, la convention de Geek & Cheese Whispers from the Hellmouth 2. Depuis notre dernier rapport sur le sujet, la liste des invités s'est agrandie. Ainsi, en plus du chouchou du public Mark Blucas, nous pourrons y retrouver également Robbie Ascott ou encore Jason Behr. Bien qu'essentiellement connu pour son rôle de Max Evans dans la série Roswell, il était venu rendre visite à Buffy sous les traits de son ancien camarade de classe Billy Fordham le temps d'un épisode de la saison 2. Ce sera aussi le retour de la chère maman de Buffy, Christine Sutherland, et pour la première fois en exclusivité, la convention se verra accueillir J. August Richards, alias Charles Gunn de la série Angel. Tous ces nouveaux ajouts amènent la guest list actuelle au nombre incroyable de 8. Sachez aussi que, comme pour la première édition, l'événement se déroulera à nouveau à l'hôtel Pullman de Roissy-Charles de Gaulle. C'était Big M, au plaisir de vous dire tout ce qu'il faut savoir. Merci Big M pour cette rubrique incroyable. Exclu mondial. Et donc, Il sait beaucoup trop de choses. Nouvelle soirée au hasard ludique qui aura lieu donc le 27 février. Venez nombreuses et nombreux si vous êtes à Paris ou en région parisienne. Si ça se passe comme les 2 premières fois, ça va être très cool. On va regarder des extraits de Buffy, on va raconter des choses. Il y avait plein de gens du chat qui étaient présents et qui vous confirmaient que c'était génial. Il faut venir absolument. Généralement un très bon moment. Buffy pendant 3 heures en gros. Plus après l'after au bar. L'after au bar. Donc, pour les costauds. Ça risque d'être bien. Et la convention Buffy en mars prochain. C'est plein d'événements Buffy ces prochains mois là. Ça va être super. Donc merci, on remercie Big M pour toutes ces infos incroyables. Et on passe immédiatement à l'épisode du jour. I'm Cowboy Guy. I am the Dark Lord of Nightmare. Ooh, gang, did you hear that? A bonus day of Class Plus Cordelia. Mixing a little rectal surgery, and it's my best day ever. Stop touching my magic bone. What do we do if it doesn't work? Kill us both, Spock. I swear, one of these times, you're gonna wake up in a coma. Wake up in a... Oh, never mind. Never mind. Oui, l'épisode du jour, donc l'épisode 5 de la saison 2, diffusé pour la première fois le 13 octobre 1997. Reptile Boy, Dévotion en VF, épisode écrit et réalisé par David Greenwalt. Est-ce qu'on a un petit pitch, Riley? C'est maintenant le pitch? C'est tout à fait mal. Tu présentes pas David Greenwalt vite fait? T'as un pitch ou pas? Vas-y. D'habitude on présente d'abord la personne qui... Oui, mais est-ce que t'as un pitch? On parlait de Greenwalt, mais c'est exactement ça, on le redit, mais bon, il y a peut-être des gens qui nous écoutent ce soir pour la première fois, Sartman. Bah si c'est le cas, bienvenue. David Greenwalt, c'est donc un des piliers de Buffy, évidemment un des bras droits de Joss Whedon, c'est lui le showrunner principal de Angel, le spin-off de Buffy. Il écrit plein d'épisodes en saison 1, saison 2, saison 3, jusqu'au spin-off tout simplement. Et il a aussi fait plusieurs séries. Il a travaillé récemment sur la série Grimm. Il était showrunner aussi sur cette série. Il était également créateur de Profit. Et il a failli venir en France à une convention annulée lors du Covid. Ah merde. Ça, organisé par le Covid, oui, on s'en souvient. Big Bad Convention. Feu, c'était terrible parce qu'il faisait venir un scénariste de la série, un showrunner et tout, ça aurait été génial.
Bref, et donc là, il réalise également des épisodes, comme à chaque fois. Et là, c'est plutôt du bon travail. Avant que tu passes au pitch, il y a Mooney Hill sur le chat qui nous réclame des projections dans des médiathèques. Donc s'il y a des directeurs ou directrices de médiathèques qui nous écoutent, ça serait avec grand plaisir. Super. Évidemment. Un petit pitch, Riley? Tout à fait, Sarkman. Et alors un petit pitch. J'ai eu peur là. Et je voulais vous inviter, mes chers amis, à une soirée exceptionnelle. C'est pas vrai. Que j'organise, parce que j'ai rejoint un petit club. Non. Un petit club qui s'appelle les Phi Beta Kappa Gamma. Oh putain. Ça a l'air bien, dis donc. C'est super chouette. On parle de Buffy. On fait d'autres choses. On fait d'autres choses. Du ping-pong. Voilà. On fait d'autres choses. Bon. Et je m'arrête là parce que. C'est déjà une bonne nouvelle. Si vous êtes d'accord, on rejoint tous une confrérie. C'est une confrérie de macronistes misogynes. Bon, alors, exactement, c'est tout ce que j'aime. On a dit qu'on parlait plus politique dans le podcast, donc je m'arrête là. Qu'est-ce qui se passe dans cet épisode en vrai? Allez, Buffy est entraînée par Cordelia dans une soirée étudiante, dans une fraternité. Ok. Ça va mal tourner parce que c'est des gros cons, tout simplement. Ok. Et Buffy ne pourra pas compter sur Angel, elle ne pourra pas compter sur Giles. Et ça tombe bien parce qu'elle n'a pas besoin d'eux. Tous des gros Elle ne pourra pas compter sur Xander parce qu'elle n'a pas besoin d'eux et parce que ce sont des. J'écris quoi? Ils sont à côté de la plaque, tout simplement. On en dira plus dans le podcast. C'est vous qui avez écrit ce pitch, Riley, ou c'est ChatGPT? Ouais. Il n'a pas l'air de savoir ce qu'il dit. Si. ChatGPT qui écrit un pitch, on aura tout vu. Pas besoin d'IA, attendez. Et je voulais lancer la rubrique courrier des lecteurs aussi. Courrier des lecteurs, ça me ramène à loin ça moi. Pour une prochaine fois. Bah ouais, donc je l'annonce là au moment du pitch. Si vous voulez nous envoyer des lettres par mail. Par mail, par MP, sur les réseaux. Je lirai, on fera une sélection. Des vraies lettres? Oui, des vraies lettres. Avec des timbres et tout. Avec des timbres et tout? Et ouais. Ah mais non, parce que là, faut qu'on donne une adresse postale, c'est compliqué. Des lettres numériques. Non mais oui, mais c'est ça. Et alors, on lit les meilleurs à l'antenne, et puis ils gagnent des cadeaux, par exemple. Des gros bisous, quoi. Des gros bisous, voilà. Sans plus attendre, avant de continuer dans la digression, on va aller directement dans le cœur du sujet de ce soir. Et quel est le sujet, cher Sarkman? J'ai l'impression que c'est le patriarcat. Ouh là là, ça va être un chouette. Donc, chez vous, munissez-vous de votre télécommande, votre patriarcat. Oh la vache, il bouge pas depuis gros toutes ces années. patriarcat. Il faut redonner l'adresse mail aux auditeurs. J'étais en pleine... Ah, il était à fond là. Ah non, je confirme. Pourquoi Buffy c'est génial @gmail.com, mais vous avez tous les liens sur notre blog pourquoibuffyc'estgénial.wordpress.com. Donc chez vous, munissez-vous. Vous avez intérêt de vous munir. Attention, je lance là. Ici on est prêt autour de la table? On est complètement prêt. Des chauds patates. On est attention. Tellement prêt. 3. Tellement prêt. Je lance l'épisode dans 3. Dans 3. Je lance l'épisode. On a 6 dans combien? 3. Ok. 12. Attention, 3. Putain. 2. 1. Il va dire top. Il va dire top. Top, c'est parti, épisode incroyable. Donc on commence avec du In Every Generation, parce que bah oui, on est en début de saison 2 encore, donc c'est du très très classique. Et on découvre Buffy, Will et Xander, donc 3 ados de 17 ans, on le rappelle, en train de regarder un film indien, voilà, un samedi soir, je crois en plus. Ils ont l'air de pas trop l'apprécier en plus, enfin, c'est complètement improbable comme situation. Et c'est Xander qui va expliquer pourquoi ils en sont réduits à ça, tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'argent et ne peuvent pas faire autre chose de leur soirée. Ce qui est très marrant, c'est que... Pardon. Vas-y. Non, il regarde un replay indien d'un film de Brian De Palma. Exactement, qui s'appelle Pela Nasha de 93. Ce qui est très marrant, c'est que Buffy ici commence déjà à confondre l'agonie et l'amour, parce que elle croit que la chanteuse est en train d'agoniser alors que non, elle est juste en train de chanter sa joie. Et ça va bien refléter sa relation avec Angel dans l'épisode. Sa vie amoureuse en général. Ou le When You Kiss Me, I Want to Die par exemple. Ah oui, non, mais voilà, faut pas négliger cette première petite scène parce que voilà. Le film n'est pas choisi au hasard. Ce thème, Xander qui dit qu'ils sont pauvres, c'est un thème important aussi de l'épisode parce que la classe sociale qui est de Xander avec ses amis et de Buffy et de Willow n'est pas la même que les gens qu'elle va côtoyer aujourd'hui et ça aura son importance. Mais priorité au direct, en pleine nuit sur la bouche de l'enfer, il se passe forcément des trucs horribles et là ça trompe pas, on découvre une jeune femme poursuivie par des moines en fait. Poursuivie par des moines, et oui.
Et c'est souvent que dans Buffy, il y a des méchants. Il y a tout le temps des moines en fait. Des méchants habillés en moines. Enfin, je sais pas si les scénaristes les moines. essayent de nous faire passer un message sur le. Ils recyclent peut-être le budget. Je sais pas, les religions, peut-être ils aiment pas les religieux, peut-être. Ouais. Qui abuserait de personnes innocentes. Qui oppresse les femmes, Non, peut-être. Peut-être on tire des conclusions un peu hâtives là. Ouais, vous allez un peu pas ce que vous loin. voulez dire. Ils sont peut-être plus dans le cliché d'un culte. C'est toujours ça. Alors un peu, attendez, les- là on va avoir les un robes, truc. des robes de bure, tout ça. Donc. Un truc que je comprends pas, c'est là, on va voir les pierres tombales avec écrit Mother et ensuite, attention, Là, quand Kali passe, là. on voit Dad. Ah ouais, là, il y a Dad. Et je Ah ouais. ne comprends pas ouais. pourquoi il y a écrit Mother, mais c'est flagrant quand même. Hein. Alors pas ça, il pour faut rien, savoir ouais. que ça, c'est le. Là, on est sur le Je suis parking. sûre que hein. ça veut dire quelque chose. Ah Là, ouais. là, pour les quelqu'un dans le fans Twitch. qui suivent bien la série, ils en parlent régulièrement, les créateurs, dans les différents commentaires audio. Là, ce cimetière-là, c'est le parking du. Et tu sais pourquoi studio. Et bah oui, parce qu'ils pouvaient pas tout le temps tourner dans des vrais cimetières, donc parfois Mais pour des. surtout, Sarah Michelle Gellar a très peur des cimetières. Et Mais du ça coup, capuche ils de avaient méchants, les refabriqué. méchants, évidemment. Non, c'est pas vrai. Si, c'est là, Ouais, t'as raison, et t'as raison. Une de ses plus grosses peurs, c'est de se faire enfermer dans un cercueil, ce qui lui arrive. en La saison 1. Ouais, en saison 1. Donc, Le méchant, le moine en fait, était un beau gosse un peu de 20 ans quoi. tout Ouais. Et simplement. qu'on a déjà vu Ah, dans évidemment. Charmed. Charmed, c'est Dan. J'ai pas vu Ah, cette. on va vous couper vos micros vu par cette contre, c'est série. interdit de Alors, parler de Vous pouvez Charmed. quitter le podcast, Ah, mademoiselle. ouais. On Il en est parlera très pendant le gentil dans jingle. Et bah dans celui-là, il est très méchant. Merci Sam. Sam, Il elle a est les trop refs beau aussi. ce mec. Ouais. Et du Ça coup, m'a il est évidemment qu'elle connaît moche. Charmed. Oh là là. Il est trop beau, du coup, il est moche. J'adore ce. Il est trop parfait. C'est tellement beau trop que tu lisse. deviens moche. Catastrophe. C'est une catastrophe. Non mais bon, il y a un fond de vérité, hein. Un fond de vérité. Moi je trouve quand même assez canon quand même, Richard. Trop lisse. Beau genre mannequin. Hélas, on dirait un mec de Beverly Hills, Mannequin, quoi. mais Peut-être Ah, ce il est pas perso mal. un qui personnage me. secondaire dans Beverly Hills. Beau, tu vois. Oui. Plan Owen, regardez Plan Owen. Ah, Je vous ai dit que mon frère Oh s'appelait non. Owen. Je vous l'ai dit ou pas? Oui. Non. Ah, d'accord. Plan Owen, bon, on en a souvent parlé dans ce podcast en saison 1 pour l'épisode Never Kill a Boy on the First Date. Un plan magnifique a été tourné de la fontaine avec beaucoup de figurants et tout, et on voit Owen s'éloigner De dos. dans le fond de dos. Et ce plan est régulièrement utilisé Pour montrer en plan qu'il y a de la foule, quoi, tout simplement. Bah oui, parce que c'est un plan assez joli, quoi. Et puis il y a beaucoup de figurants, donc voilà, ça Ils évite. disent ça passe, les spectateurs, ils vont pas reconnaître. Non, Non. les 14 premières fois, on l'a pas reconnu. C'est ça, quoi. Là, on l'a reconnu. Plan Mais Owen, il le se, plaisir. passe, il se passe plein de choses. Cordelia était en train de discuter avec une amie qu'elle a. Qu'on n'a jamais vu, qu'on reverra jamais. Qui ne parle pas. Oui, c'est vrai. Qui la regarde, genre tu es très pertinente. Et Cordelia, là, dans cet épisode, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'elle correspond tout à fait à ce que le patriarcat et les masculinistes veulent voir d'une femme. Tout à C'est fait. exactement ça qu'ils attendent d'une Bah oui. femme. C'est fascinant, on la connaît maintenant, Cordy, on l'adore. C'est une femme comme qui a beaucoup d'esprit, beaucoup d'humour et tout. Et là, elle explique à sa pote que selon le docteur Debbie, dans un magazine féminin qui n'a pas l'air très très sérieux, le docteur Debbie explique que pour être intéressante, une femme ne doit pas parler et acquiescer bêtement à rire à tout ce que disent les hommes. Enfin, les hommes riches en tout cas, parce qu'on voit, elle Oui. explique à Mais Xander. du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'elle le fait par stratégie et pas par bêtise. Et C'est du pour coup, elle gravir l'échelle reprend un sociale peu. qu'elle Ouais, le voilà. fait. Mais oui, et on va le voir, à chaque fois qu'elle va se retrouver face à ces mecs-là, elle va passer pour une idiote totale, alors que, on le sait. Et là, face à Xander, elle est géniale, parce qu'elle le vanne, elle le pourrit, et le gars se casse. Voilà, là, on voit la vraie Cordelia quand elle est face à des pauvres, qu'elle ne veut pas Qu'elle convaincre. méprise. Qu'elle ne veut- Ouais. Elle se donne même pas la peine, tu vois. Elle ne veut pas séduire. Et on avait, voilà, ça va beaucoup trop vite, mais voilà, on avait Buffy qui elle aussi parlait des hommes et de Angel en particulier, en ouais. l'occurrence. Donc c'était intéressant de voir les deux jeunes femmes très très préoccupées par les garçons. Voilà, elles sont déjà obsédées par C'est démontré, trouver un petit ami. C'est démontré dans la scène donc, qui est sous nos yeux là, c'est Giles qui essaye d'attaquer par surprise Buffy pour lui dire genre t'es pas prête, tu t'entraînes pas assez. Et Buffy lui fait une clé de bras, Elle clé de bras tellement direct. prête. elle est Bah, trop elle est prête, arrivée quoi. d'Angel cette nuit, elle est prête là, hein, Ouais. je pense. C'est bon. Hunt and patrol more keenly, and you should hone your skills day and night. And the little slice of life that still belongs to me from. Mais il est contrarié, Giles, On parce peut- qu'il trouve qu'elle prend ça par-dessus la jambe. Oui, bah c'est Comme en une fait c'est ado de un. 16 ans, quoi. Là ils reviennent ils sont en train de parler du fait qu'elle a 16 ans, qu'elle a d'autres choses à faire qu'être tueuse, et Giles il lui dit qu'elle a un devoir en tant que tueuse. C'est Il prend sa fille. des conversations qu'il y a déjà eu dans Buffy en fait. Mais c'est la plusieurs première fois qu'il va utiliser le mot de patrolling. Ah ouais, le verbe. La patrouille. Le verbe, parce que, ouais, the Ils patrol. inventent un verbe. C'est la avec, première fois qu'ils ouais. le disent et après ils le diront tout le long Ah de la oui, bien série. sûr. C'est la première Et oui,
oui, parce que c'est un nouvel exemple des relations hommes-femmes complètement inégalitaires. On l'a vu avec l'exemple des riches et de Cordelia, de Buffy avec Angel qui se fait mener par le bout du nez, voilà. Et là, on a pareil, un vieux gars qui veut donner des ordres à cette jeune femme. Il n'y a pas besoin en vrai. Et voilà, Jai, donc la figure paternelle. Et voilà, je vous dis, ça va être au centre de cet épisode, le patriarcat. Donc, est-ce qu'on a une définition du patriarcat où je me lance? Ouais, vas-y. C'est ce système. Lance-toi, Sartman, on va te juger. Ce système qui existe donc dans notre monde actuel et depuis hélas beaucoup trop d'années, dans lequel les hommes ont le pouvoir sur les minorités, et les minorités ce sont souvent les femmes, les minorités raciales, les minorités sexuelles, mais voilà, leur pouvoir s'exerce et leur domination s'exerce beaucoup sur les femmes, et c'est un pouvoir qu'ils continuent de se refiler génération après génération entre mâles blancs généralement, et on en a deux beaux exemples là avec Richard et Tom. De mâles blancs. Ils sont beaux. C'est ça. Ils sont très très beaux. Ah, ils sont pas Donc mal, c'est les mêmes, c'est le moine de tout à l'heure là. Ouais. C'est les méchants. Mais on les avait vus. Ah oui, on les avait vus. On avait vu juste le moine, mais on avait vécu Dan. On a vécu Dan. Après, c'est Sarban qui disait ça. C'est pas évident qu'on le reconnaisse tout de suite avec sa capuche. Il a pas du tout la même gueule. Mais... Oui, là menaçant quoi. Oui, clairement, il est présenté comme quelqu'un de. Mais du coup, la réalisation n'insiste pas trop sur le fait que, regardez, c'est lui qu'on a vu. C'est un peu bizarre quoi. L'autre est toujours avec l'autre. Il est pas. Et l'autre essaye. Après, il essaye tout le temps avec ce Tom de le montrer bien et tout. Donc, oui, il y a un truc avec Tom où. En fait, si tu le le vrai regardes pour la antagoniste de première l'épisode, fois, finalement. ouais, tu pourrais croire qu'il est gentil en fait. Ah bah c'est complètement fait exprès, c'est totalement fait C'est le exprès. nice guy. Mais c'est le mec qui te sauve et qui. Le nice C'est guy. le nice guy, celui qu'on soupçonne pas. C'est ça, et nice guy, c'est une expression qu'on utilise aujourd'hui pour parler de ces garçons qui ont l'air gentils au premier abord, mais qui derrière ont les mêmes intentions que les autres. C'est ce qu'on voit là avec Buffy, et qui utilisent leur gentillesse comme. Et Buffy, on voit qu'elle voit très clair dans le jeu de Richard direct. Il y va avec des gros sabots en même temps. Mais elle se fait avoir par Tom. Parce que Tom, c'est le mec qui va l'aider et qui après va essayer d'abuser de sa confiance. C'est un peu le proto Parker. Vous savez, la saison 4. Tout cet épisode qui te sauver, qui en fait est un déjà dans la saison 4, il y a la fraternité, tout ça, c'est des thèmes qui vont revenir en fait vachement plus tard dans la série quoi. Tom en plus, il fait quelque chose que n'ont fait ni Angel ni Jai, c'est qu'il lui parle comme à une adulte en fait. Exactement. Il lui donne de l'importance. On est d'accord qu'ils sont censés être à la fac, on dirait qu'ils ont 45 ans. Oui, ça c'est n'importe quoi. Mais ils ont franchement, on dirait qu'il joue au golf tous les week-ends. Repiquer son année. Mais voilà, il parle à Buffy de manière simple, sans lui donner d'ordre, sans chercher à la convaincre que lui a raison et elle que c'est une débile et cervelée. Enfin voilà, et puis il balance son pote, il dit lui il est un peu con, mais moi je suis gentil en gros quoi. Sam qui dit sur le chat, déjà mec t'as 27 ans, qu'est-ce que tu fais devant un lycée? Ah bah voilà, déjà. Effectivement c'est très jeune, là ils sont censés avoir 22... 23 ouais. Mais même, et elle a 16 ans quoi, enfin 17 ans. Non parce qu'il dit qu'il est en senior, il est en dernière année de fac. Ah oui, t'as 23 ans. T'as pas 20 ans? Non. Ça dure combien de temps la fac? 23, ouais. Mais on commence déjà à voir le personnage de Xander, je trouve, qui commence à devenir intéressant. C'est que même si c'est un mec con qui commence à chouiner, qui est jaloux, il est mis en opposition avec ces mecs parce que eux, ils sont hyper confiants en eux, ils sont un peu autoritaires, ils hésitent pas 2 secondes. Et Xander, il est juste en train de se plaindre comme un enfant. Tu vois, c'est juste un mec qui a pas confiance en lui et qui devient con et chiant. Il est mis en opposition à ces mecs-là. Voilà, mais pas le même genre de mec. Sur l'échelle de la médiocrité, voilà. il est un peu moins nul que ces mecs-là. Nul, mais il est moins nul. Enfin, on va pas beaucoup parler de Xander et c'est très intéressant dans cette vidéo. Il est souvent comme ça en plus. Ouais, mais oui. Pendant ce temps-là, Jace continue à faire le patron, le papa autoritaire. Il engueule de loin. Enfin ça, mais c'est parce que c'est quand même flagrant la métaphore, qui n'est incapable lui de tuer aucun vampire et qui exploite la force de travail de cette jeune femme de 17 ans. On le rappelle, à ses fins, lui propre, il lui donne des ordres pour faire quelque chose qu'il est incapable de faire. On se bien de sa gueule dans cet épisode avec cette scène ridicule où du coup il prend des armes, il est tellement nul. Mais d'ailleurs, il se munit d'objets phalliques. Il se munit d'objets phalliques pour attaquer Buffy, il se fait encore éclater. Il y a ce plan là où elle est derrière lui comme ça. Hein. C'est totalement. Ah oui, c'est une pénétration là. Bah, je sais pas, mais en tout cas, c'est. Mais putain, waouh. Alors, soit c'est vous, soit c'est L'Oréal qui va un peu loin quand même. Non, mais. David Greenwood, il est un peu comme ça. Hein. Je voulais revenir sur ce que tu disais parce que dans la scène où il parlait avant, il lui dit: moi, je comprends ce que c'est que d'être une jeune fille de 16 ans, et elle le remet à sa place. Genre, ah bon? Non. Vous savez ce que c'est? Et c'est vraiment ça, les hommes
qui veulent vivre à travers les meufs, quoi. Cette Enfin, réplique, c'est ça. Être une fille, avoir 16 ans et être la tueuse. d'être la tueuse, ouais, Et c'est te ça. dire, moi aussi, je sais que Et c'est du ce que coup, tu ouais, vis, voilà. donc tu Non, souffres sais pas plus, du tu tout, vois. ouais. Non, mais elle lui avait dit dans Prophecy Girl, il y a cette scène Oui. géniale où elle se met à pleurer. Enfin, super. Bonne série. Priorité au direct. Oui, il y a Angèle. Ah, il y a Angèle. Angèle. Si, mais il faut dire quelque chose après. Oui, mais j'ai perdu le fil. Bah là, c'est Angèle. J'espère Angèle qu'on y vient retourne, d'arriver. Donc oui, Et il fait aussi le. Non, mais t'as rien compris, t'es bête. Et Attends, tout, pas encore, t'es beaucoup Buffy trop en avance. continue de tomber sur des gros lourds, quoi, parce que Angel se lance dans une tentative de drague, mais là on voit qu'il a pas dragué depuis plus de 100 ans, quoi. 140 ans, Il fait n'importe quoi. Mais c'est pas faire. Hein. Il la traite de jeune débile, encore une fois, et quand... Elle sait pas ce qu'elle veut. Ça, c'est typique des masculins. Moi je sais ce que tu Qui veux. disent non mais les femmes faut pas les mansplaining, écouter, ouais. elles ne sa- mais même pas que ça, les masculinistes aujourd'hui ils vont te dire n'écoutez pas les femmes quand elles vous disent non, elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Oui, parce qu'ils sont forcément misogynes, Ça. et pour eux une femme ne peut pas avoir un raisonnement cohérent et Et logique. c'est le raisonnement d'Angel là, Non, genre, et puis, tu en sais plus, pas ce que tu veux. C'est bizarre parce il utilise l'argument de l'âge. Il dit moi j'ai 240 ans et toi Bah, t'en as justement, 16. donc- ouais. C'est encore plus bizarre du coup. On sait mieux que toi, ouais. Et là, il devient presque menaçant. Enfin, là, c'est vraiment très très gênant la scène. Là, il l'attrape et tout. Il menace, il lui fait peur, quoi. Enfin, moi, il me fait peur. Et il lui Ouais, dit mais- là, Il l'attrape ultra violemment. Ah ouais. et il lui dit même, ça pourrait dégénérer. C'est comme s'il la prévenait C'est une qu'il forme allait de devenir menace. violent, Ouais. mais que ça allait être de sa faute. C'est il y a un vraiment côté les relations aussi- abusives. Ouais, il y a un côté quand même hyper sexualisé là. On est Oui, d'accord. complètement. Alors, Oui, donc de romantisme gothique, Et du- noir, d'amour sombre. Adolescent, ouais. Et du Adolescent. mauvais romantisme pour moi. Mais non, pas moi, justement, forcément. là, Ah, ça, bah, si, ça véhicule. Quand tu mélanges l'amour et la violence, Bah c'est oui, un peu bordel. quoi. Faut ce qu'il fait avec Spike plus tard dans la série. Bah oui, c'est un fantasme qui existait peut-être dans ces années-là, qui existe encore peut-être aujourd'hui pour certaines personnes. Mais moi, je crois que c'est pas bien de mélanger amour et mort, quoi. Parce que là, c'est ce qu'ils se disent les deux personnages. Oui, parce qu'ils peuvent ils peuvent se tuer l'un l'autre. Ils peuvent se tuer l'un l'autre. Buffy Elle lui dit dit quand tu m'embrasses. When you kiss me, I wanna die, quoi. Je veux mourir quand tu m'embrasses. Enfin, Moi, je la comprends pas, cette phrase. Ah ouais, ça va pas du tout, hein. Ça va Juste pas du parce tout. qu'elle veut lui faire du mal. Non, Non, ça non, veut non, dire plein de c'est- choses. ça veut C'est dire pas plein une de choses. référence à la petite mort aussi Ah, Peut-être, peut-être. ouais. Bah, si. C'est totalement m'abandonner à toi et tout. Il y a une sorte de soumission comme ça. De montrer que cette histoire d'amour est impossible et extrêmement dangereuse, mais du coup, elle leur apparaît pour eux très attirante. Et puis C'est elle ça qui étant les a- bien vivante sûr, et ils lui sont- mort, il y a ils ça sont qui fait que amoureux. leur relation est pas possible. Donc C'est ça, ils savent que c'est impossible, que ça va finir par la mort de quelqu'un, et effectivement, ça se finira par la Sauf mort que si d'Angel. elle meurt, elle peut devenir un vampire. mais En plus, ça. c'est tout le Ils pourraient sujet de vivre leur cette amour. saison. C'est pour ça que l'épisode est bien. Ouais, l'épisode est bien, Génial. est bien écrit parce que c'est au début de saison 2 et puis effectivement quand on connaît la saison 2, bah, tout ce qui se passe, c'est hyper important. On a loupé. On a, oui, mais Priorité au direct, il y a des moines. Il y aura- des moines. Avant les moines. torse-poil. avant les Avec moines Cordy. torse-poil, on a loupé une performance extraordinaire, encore De une fois, de Cordelia. Charisma Mais Carpenter. Ah ouais, elle est incroyable. Elle est géniale. Mais elle est toujours impeccable. Elle a un monologue pour convaincre Buffy de venir à la soirée. Elle est géniale. Qui alterne la fausseté, la sincérité, la débilité. Il y a plein d'émotions en 15 secondes. Elle est Elle est extraordinaire. Dans le bingo, il y a Cordelia est génial ou pas? Oui. Bah, évidemment. Cordelia est toujours géniale. Elle est toujours Et géniale. là, Charisma, ouais, nous fait une super scène. Et mais voilà, là, donc. On est avec des moines. Rappel de l'histoire pour ceux qui se rappellent plus de l'épisode. Donc là, Cordelia a réussi à convaincre Buffy d'aller à une soirée de la fraternité, et on découvre donc ces membres de la fraternité en train de faire un mélange de messe noire et de cérémonie d'intronisation d'un nouveau membre de la et fraternité. qui se transforme en soirée fraternité. Ils se lancent les bières habillés en moine et ils disent allez c'est parti, ils lancent la musique. Et la petite Go C'est génial. qu'on a vu courir au début, elle est enchaînée dans la grotte. Ah, c'est faire Et il dit quand même littéralement I love high J'aime school les girls. lycéennes. Il dit J'aime les littéralement qu'il lycéennes. aime les filles mineures. On est sur la pédophilie, évidemment, et On est bien. très très sale ce qui se passe. Tournement de Et mine. les termes employés C'est de. des humains, on est d'accord. Ouais. Donc il y a des C'est ça qui est scarifiques. chouette c'est dans Buffy. Ouais. aussi. Oui, C'est que c'est pas eux les démons, eux c'est les Et puis humains. pareil, c'est pour ça que l'image au début avec où le cimetière c'est le terrain des vampires et là c'était eux en fait qui prenaient possession de l'épisode du cimetière de Buffy. Moi, Et retour au lycée de Sunnydale alors, hein, après la pub, parce que là qu'on a passé l'acte L'acte 1, la pub, et donc, Connais les méchants de l'histoire. Buffy annonce à ses amis qu'elle va aller à la soirée, de la fraternité. Mais moi, ce que j'aime beaucoup dans cette scène, c'est que c'est pas ça qui est important, parce que ça, on le sait. Il y a Willow qui dit, oh, t'es sûr, l'autre qui dit, ouais, j'ai envie de faire ça. Il faut regarder Xander en fait dans cette scène. Xander, il parle est tout fascinant. seul. Et voilà. Et personne l'écoute.
Voilà, et lui, il bloque sur son histoire à lui, sur sa jalousie maladive de Buffy, parce qu'on le rappelle à ce moment-là, il est à fond sur Buffy, Buffy le calcule pas, et il a aucune chance. Et elle lui a dit en plus, mais il persiste. Mais c'est là que je trouve qu'on voit que Xander, c'est quelqu'un qui a pas de poids, en fait, qui est pas dangereux. C'est juste un mec insignifiant qui est jaloux et qu'elle n'écoute même pas. Il a pas de poids, et ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est dans cette scène-là qu'il va changer de comportement. À un moment, il va se lever. On va le voir après. Ouais, il va prendre le pouvoir. C'est ça, il va prendre le pouvoir. Parce que voilà, et là on voit Giles qui tout seul. Qui joue pas contre rien. C'est complètement pathétique, parce qu'il s'est fait défoncer par Buffy dans la scène précédente. Donc là, c'est un peu pour se redonner un peu d'ego, de faire du bien à son ego. Il se dit, bah non, moi je suis capable, c'est pas une petite ado qui va m'apprendre la bagarre et tout. Moi, dès que je vois l'examinateur s'échauffer un petit peu, moi ça me fait plaisir. Ah, ça fait toujours plaisir de le voir un petit peu. Bah ouais. Ouais, après tout, il n'est pas que la figure paternelle. Il est aussi son mentor. C'est un homme d'action aussi. Il est aussi son mentor. Et voilà, et donc il va, comme dans la scène précédente et comme dans tout le temps, il va continuer à donner des ordres à Buffy. Et Xander continue à parler à l'exploiter. Et là, Xander, comme tu le disais, et voilà, il arrive. Là, il dit c'est mon coup, c'est à moi de jouer. Il faut être dans le patriarcat pour qu'on m'écoute. Il va avec Giles en disant elle va faire ci, elle va faire ça, en parlant de Buffy. Comme si elle n'était pas là. Buffy intervient. She is standing right here. Elle est juste là. Oui, il parle d'elle à la troisième personne. C'est ça. Et voilà. Regardez Xander. Il prend le rôle qu'il essaye de prendre depuis le début de l'homme fort qui prend des décisions, mais qui n'y arrive pas. Parce qu'il n'est pas comme ça, c'est un mec qui n'est pas confiant. Donc Buffy est en train de mentir à Giles, Willow est super choqué, Willow est magnifique aussi, et Xander se dit ah ouais les mains, et là il y a un poster, voilà, raccord, on est dans le couloir, il y a un poster qui dit que l'alcool vous tue. Ah bah littéralement oui. C'est exactement, c'est pour ça qu'on l'a vu, c'est parce que c'est à la soirée des étudiants, il y aura de l'alcool, et il y a un truc avec l'alcool qui va les conduire à la mort, évidemment. Fun fact, à l'époque les réseaux sociaux n'existaient pas, mais quand on voyait Buffy avec son soutien-gorge ou qu'on voyait ses bretelles, ça affolait les foules. Il fallait boire un shot. Oui. Il y avait un drinking game. Voilà, et du coup, au bout d'un moment, on arrêtera de la voir avec des tops transparents ou avec ses bretelles de soutien-gorge. C'est là que j'ai arrêté de regarder la série. C'était plus du tout intéressant. That's what I'm gonna have tonight. Fun. This isn't about fun. This is about duty, your duty, to help me achieve permanent prosperity. Cordelia maintenant prépare Buffy à la soirée. On a une nouvelle scène géniale. Et là, c'est intéressant, ce personnage de Cordelia. Donc, on a expliqué là toutes ces premières scènes et servent au-delà de faire avancer l'intrigue principale. Tout le sous-texte, c'est donc ce patriarcat, ce poids que les hommes mettent sur les jeunes femmes. Et on voit que ce ne sont pas que les hommes qui mettent ce poids sur les jeunes femmes. Cordelia aussi. C'est aussi certaines femmes qui l'ont intégré. Ouais. Exactement. Et c'est exactement le discours que tient Cordelia. Elle veut en être, quoi. Elle veut faire partie de ça. Elle veut utiliser ce patriarcat pour se prostituer. C'est clairement ça. C'est être la plus belle possible, la plus attirante possible, pour choper un mec riche, quoi. Ça fait froid dans le dos quand même qu'une adolescente pense ce genre de choses. C'est Cordelia en même temps. Et voilà. Heureusement aujourd'hui c'est fini. Et sur l'apparence, c'est logique dans son personnage en tout cas. Après, elle ira à Los Angeles pour ça aussi, pour faire carrière. Parce qu'elle est stratégique. Heureusement qu'elle va changer après, quoi. C'est ce qu'elle fait là, elle est hyper stratégique. Oui, tout à fait. Elle sait où elle veut aller et elle emploie tous les moyens qu'il faut pour aller où elle veut aller. C'est bien aussi parce qu'à force de vivre des choses comme ça dans cette saison 2, elle va changer aussi, Cordelia. Et rejoindre vraiment le Scooby Gang, tout ça. Dans quelques épisodes, elle va commencer à sortir avec Xander. Et là, on arrive justement au Xander ultra toxique. Qui dit je vais aller à la soirée pour surveiller Buffy et sous prétexte d'être un mec qui veut l'aider et qui veut la protéger, en fait il veut juste veiller à ce qu'elle n'aille pas sortir et se avec un autre mec. Parce que c'est sa propriété, il considère que c'est sa propriété. Je suis d'accord avec toi, mais il y a aussi tout un côté, il parle d'orgie, après j'avance un peu, mais au buffet, au buffet il va t'attirer par la bouffe. Il va plus du tout la calculer. En fait, ça va vite passer à autre chose. Il y a aussi le côté... Il lâche pas l'affaire quand même quand il est expulsé de la soirée. Oui, mais il sait qu'elle est en danger. Mais il y a tout un côté fantasme pour lui de l'université, de ces gens qui sont riches, de la fraternité. Il veut en être. Il veut être comme Cordelia, il veut faire partie de ces mecs-là, mais il n'y arrive pas parce qu'il est pas assez cool. Il va se faire humilier. Le marrant, c'est que Cordelia lui a interdit de porter du noir, du chiffon ou truc, c'était sa marque de fabrique, et elle porte ça à Buffy. Parce que Buffy est une femme forte. Très passif-agressif. Ils reviennent pas dessus, ça c'est marrant. Ah bon, je peux pas mettre ça? Elle va te voir.
Ils reviennent pas du tout, j'avais pas du tout remarqué ce détail. Et non, elle leur parle pas. Et on a loupé l'arrivée des deux adolescentes à la soirée. Elles sont accueillies par des gros beaufs qui les regardent avec des regards extrêmement libidineux. Voilà, les deux adolescentes sont regardées comme un bout de viande appétissant, quoi, pour ces mecs-là. C'est très, très. Pire que les beaufs. Il lui a offert un verre là déjà? Pas encore. Elle veut pas encore boire là. Cordelia, elle a posé. Buffy a posé le verre sur la commode. Ouais, voilà. Là, elle les refuse encore pour l'instant. Elle est encore parce que c'est Richard qui lui a donné. Oui. Elle se laissera convaincre par Tom. C'est vrai, t'as raison. Et là, il y a Xander qui s'introduit en se cassant la gueule, bien sûr. Qui est habillé comme Ron Swanson dans Parks and Rec. Il a un polo. Oui. Très bon. Et un autre truc qui est très intéressant, c'est que dans cette soirée, les hommes qui se font bisuter sont tous déguisés soit en femme, soit en bébé. Oui, tout à fait. Tous en bébé. Soit en bébé. Il y a un bébé. Il y a un mec qui porte une couche. Donc en fait, dans tout ce qui n'est pas assez digne d'être un homme, parce que pas de pouvoir, c'est leur vision pas d'autorité. Si t'es pas comme ça, pour les mecs masculins, t'es pas. Leur vision de la faiblesse, c'est la fraternité, c'est être habillé en femme, quoi, en fait. Que Xander ne fait pas partie de ce groupe parce qu'il va être travesti en femme parce qu'il n'est pas assez homme pour ces mecs-là. Et puis une femme grotesque, ouais. Mais oui, en plus, être une femme, c'est vraiment horrible pour eux. Ce que va vivre, là on avance un peu, mais ce que va vivre Xander comme un moment très très gênant pour lui d'être travesti en femme, finalement dans le monde de Buffy c'est plutôt bien en fait d'être associé au monde féminin. Voilà, c'est plutôt bien que Xander fasse partie de cette catégorie. Mais il est quand même ridiculisé. Il est quand même ridiculisé, mais rappelez-vous en saison 1 quand parce que c'est fait par ces mecs-là. Quand Buffy lui dit à Xander, mais tu fais complètement partie des filles, avec quoi ça y est, elle se met à boire n'importe quoi. Xander, il y a un taureau qui va lui sauter dessus là. Oh putain, ouais. Voilà, donc ouais, je finis. Xander, malgré ses défauts, fait quand même partie du bon camp. Et il s'entoure quand même que de femmes fortes. C'est n'importe quoi cette scène, le mec qui court dessus comme ça. Il la charge, littéralement, il la charge. C'est un animal, le gars. Alors, elle est sauvée par Tom. Je crois que c'était l'idée. Ouais, non, mais c'est ça qui est hyper. Que ce personnage, on le voit quasiment pas, mais il est hyper bien écrit parce que c'est vraiment ces mecs qui vont te sauver d'un mec toxique et d'une agression. Non, lui. Non, Tom. Et qui vont te sauver d'un agresseur pour ensuite venir t'agresser. Faire une agression pire, j'ai l'impression. Oui, en fait, le prince charmant. Comme récompense, je peux peut-être avoir un petit bisou. Mais vraiment, c'est le prince charmant. Il vient la sauver de ce dragon. C'est une sacrée ironie, ça, c'est très triste quand même. Et c'est un vrai phénomène, quoi. Parce qu'on se méfie pas de lui, du coup. Et oui, et là, Buffy est en train de danser avec Tom, mais malgré tout, elle n'arrive pas à se détendre complètement, parce qu'elle pense à son Angel, l'histoire n'est pas claire, tout ça. Elle pense au mensonge qu'elle a fait pour Giles, pour convaincre, pour que Giles la laisse tranquille. Et donc, elle pense à ses obligations de tueuse qu'elle ne remplit pas. Elle n'arrive pas à se détendre. Et ben ça, c'est quelque chose qui a été expliqué depuis ces dernières années. Moi j'ai appris ça ces dernières années, ça s'appelle la charge mentale. Il y a aussi ça dans le patriarcat. Il y a les femmes subissent tout un tas d'injonctions et de choses à faire, à penser, que les hommes n'ont pas à s'occuper, et qui les empêchent aussi de vivre pleinement leur vie, même quand elles sont, quand il n'y a plus de contraintes physiques ou techniques, je sais pas, il y a encore ces contraintes mentales. Là, moi j'adore ça. Il drague avec des blagues, lui. En imitant Godzilla. Ouais, incroyable. Le geek, quoi. Et les autres le regardent en se foutant de sa gueule. Il n'arrive pas à être un masculiniste en vrai. Et c'est ça, il est repéré comme étant, comme ne faisant pas partie des riches de la fraternité, parce qu'il fait des blagues geeks. Ouais. Ça, c'est génial. Il est pas assez confiant, il est pas assez viril. Il parle aux meufs pour pas les draguer. Oui. Il fait des blagues. Et du coup, il se comporte pas. En fait, il se comporte pas du tout comme tous les mecs de cette fraternité. Il est pas dans la séduction abusive, ouais. C'est un enfant, quoi. Bah ouais. Il aime bien les jolies filles, quoi. Un enfant parmi les trous du cul. Oui, non, mais d'accord. Il s'est repéré direct. Du coup, il voit qu'il en fait pas partie. Il pourra jamais faire partie de ce groupe-là. Mais c'est pas un mascu patriarche. Buffy trouve un petit indice. Parce que dans sa tête, être un homme, c'est ça en fait, Alexander. Parce qu'il a un modèle masculin. Jusqu'au bout, il aimerait jusqu'à se déguiser en moine bizarre là. C'est que en fait, il apprend pas. Il veut faire partie. Tom qui fait le forcing. Salut. Ouais. On est d'accord. Ouais. Et Tom, et c'est là qu'il y a le verre de. Ouais, Discord. Richard qui arrive, on dit tiens, je te file un verre. Les actions. Non, il dit on va fêter, il y a mes actions compris, je sais pas combien de pourcents, mais putain, je mettrai des claques. Les femmes aiment l'argent. Oui.
Nous, on aime Et bien ça. en fait, c'est vraiment ce plan. Et là, elle boit cul sec. Elle boit cul sec. C'est comme si, Alors ok, qu'elle boit j'accepte, je vous fais confiance, c'est gros. Mais elle est limite résignée, tu vois. Genre, Ouais, j'ai ils pas l'ont le choix. poussé comme ça, et puis Tom, il est tellement gentil. Alors oui, machin. faut expliquer quand même qu'aux États-Unis, donc l'alcool c'est interdit avant 21 ans, que voilà, et c'est aussi un pays qui a des valeurs très c'est quoi le mot conservatrices. Donc voilà, dans les fictions télé, on montre régulièrement que l'alcool c'est dangereux, que ça peut conduire à des mauvaises choses. Et là, effectivement, c'est pas l'alcool qui va causer les problèmes, mais c'est dans ce verre d'alcool qu'a été glissé donc de la drogue. On va le voir dans quelques minutes. Soumission chimique. Et voilà. Et le Buffy et Cordelia, et donc comme Cally avant elle, sont drogués et empoisonnés par ces deux agresseurs que sont Richard et Tom. Xander est donc maquillé. On lui a fait porter un soutien-gorge. Et ça dit beaucoup de ces mecs-là, parce que pour ces mecs-là, l'humiliation ultime, c'est d'être un homme qui est associé à une femme, donc d'être pas assez viril, quoi. Il y a un plan subjectif sur les gens de Xander, c'est vraiment, on a envie de nous mettre à sa place, quoi. On se fait humilier avec lui, quoi. C'est une vraie humiliation. Ah, c'est chaud, hein. Et on a vu juste avant une scène rapide entre Giles et Willow, et c'était encore génial, un super exemple du Giles patriarcal qui exploite encore le travail d'une jeune femme, parce que c'est Willow qui fait toutes les recherches sur internet pendant que lui il est autour en train de donner des ordres. Si les recherches elles sont pétées, quoi. Elles sont un peu pétées. Qui aurait un bracelet avec écrit envoyé. C'est vraiment pour qu'ils aient, en fait, c'est vraiment pour qu'ils aient une scène, quoi. Tout et simplement. détail, Giles Giles imagine que la gourmette ça appartient, c'est le nom du petit ami de la nana. Oui. Parce que par son biais de vieux, elle ne peut avoir que la gourmette d'un petit ami. Ouais. Il n'imagine pas que c'est une nana intelligente qui fait des études. Elle est en prépa pharma apparemment. Et donc c'est le. Je connais plein de gens qui ont des bracelets avec leur propre prénom dessus. Ouais. Mais là non. Et il a son biais à lui de vieux gars qui est très marrant. Elle est forcément à quelqu'un. C'est ça. C'est marrant de voir qu'en une micro réplique ils mettent aussi cette idée là. Et là on est dans le crime à mort, quoi. Moi ça m'angoisse. Ah, c'est très effrayant. Buffy est empoisonnée, elle dort sur le lit. Et là, le Richard va la violer. C'est très clairement ce qu'il veut faire. En un plan. C'est là qu'il y a une différence entre Tom et Richard, c'est que Richard il va abuser d'elle. Tom, lui, c'est carrément pour le patriarcat qui veut la livrer. Tu vois, c'est même pas pour lui. Oui, c'est pour le système. Pour le système. Leur divinité. Alors, il est pas pire, mais il est pas mieux. Et ça pour ce qu'ils en tireront. C'est ça. Oui, évidemment. Ça fait un nouveau twist super, parce que je vous rappelle qu'on n'était pas au courant que Tom était un méchant. C'est là où on découvre. Non, mais en vrai, je suis sûre que la première fois que je l'ai vu, c'est sûr. Jeune ado, je me suis fait avoir. Moi, je l'ai grillé à 10 000. Il a l'air tellement. Je sais pas, je me souviens plus. C'est plutôt classique finalement. Oui, comme twist. sans doute. Je sais ça dépend pas. à quel âge tu le vois, peut-être aussi. Oui, peut-être. Je sais pas si à 12 ans j'avais capté qu'il fallait que je me méfie de lui, je sais pas. Non, mais c'est très bien. J'ose espérer que oui. C'est bien amené et tout, quoi. Mais c'est exactement comme Parker, en fait. Ils refont les mêmes choses. Parker, on le capte un peu plus. Justement, parce que trop parfait. Les mecs trop gentils, trop parfaits. Peut-être faut s'en méfier. Trop beaux qui deviennent moches. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et pendant ce temps-là, donc Willow, c'est génial parce que donc ça continue. Willow qui bosse avec Giles sur l'histoire de la disparition. L'enquête s'oriente vers je sais pas quoi. Et ils se disent faut rappeler Buffy. Et là, Willow a encore le mensonge, un truc en plus à gérer en tant que jeune femme. Parce qu'elle doit protéger le mensonge de sa pote. Donc elle doit mentir à Giles. C'est génial. C'est la seule qui comprend vraiment ce que Buffy traverse au final, même si elle vit pas tout à fait la même chose. On va avoir la super scène. On a hâte. Willow formidable. Réfléchissez les teubés. Mais c'est tellement ça. Donc là il y a le taureau qui part. Xander qui se fait virer. Parce que c'est pas un homme. Et là Xander il attend quand même ses amis. C'est là qu'il se dit où est Buffy quand même. Après tout ça. C'est vrai. Là, il s'est pas soucié avant. C'est pour ça qu'il veut retourner à l'intérieur. C'est à la fois parce qu'il veut faire partie de ce groupe, mais il veut quand même aider son. En fait, il y a aussi le côté, là, tous ces rêves, ces fantasmes sur ce truc-là. En fait, c'est coupé, quoi. C'est nul, en fait. C'est des je vais repenser à ma copine, en fait. C'est pour ça que je suis là au départ, quoi.
On a une nouvelle donc, cérémonie occulte qui commence. Et là, l'épée et les scarifications sont importantes symboliquement. On est sur une sorte de culte qui mélange adoration donc d'un démon qu'on va voir bientôt et chevalerie. Les membres du culte, ce sont que des hommes qui s'adoubent les uns les autres, se cooptent. Et c'est violent. Et voilà. Et on en revient toujours au système patriarcal hein, qui ne survit depuis éternellement, seulement parce qu'il est renouvelé de gens issus du même milieu qui se partagent entre les positions de pouvoir et les idées misogynes. Mais d'ailleurs, l'épisode parle de ça, des richesses qui sont complètement inégales et qui restent toujours avec les mêmes personnes. C'est ça, les membres de cette fraternité sont tous issus des bonnes familles, donc de gens déjà riches, et ils vont continuer plus tard à faire du business entre eux, à s'entraider pour rester les plus riches. Et d'ailleurs, Tom dit qu'il est dans cette frate uniquement parce que son père et son grand-père y étaient. Et là, la première victime, elle dit un truc hyper intéressant. Elle dit, il y en a un qui est différent, c'est Tom. Et elle dit, c'est lui le plus dangereux. Ouais, et Tom, on le voit, donc il a plusieurs scarifications, de nombreuses scarifications sur le torse. Et ça peut presque même ressembler à des écailles. On va le voir que le monstre, le démon qu'ils adorent, c'est un serpent, un homme serpent. Et j'ai l'impression qu'il essaye de lui ressembler un peu par ses scarifications. D'où le titre de l'épisode. Buffy, stay calm. We'll get out of this. Why'd I ever let you talk me into coming here? Et il y a tout à côté aussi, vraiment moyenâgeux à l'ancienne, hein, chevalerie, comme tu disais, mais avec les chaînes sur les murs, attachées comme elles sont. La bougie et quand les femmes n'avaient pas de droit. Bah non mais totalement, je pense que c'est totalement la bonne époque. C'était moins pire à une certaine époque que ça a été il y a pas très longtemps en vrai. C'est là, donc là il y a Angel qui vient de débarquer. J'adore cette scène quand elle cherche à voir son reflet. Ah oui. Willow est formidable. Comment tu fais pour tracer? Elle est géniale. Alison Hannigan est formidable dans cette scène parce que donc déjà elle voit que Angel n'a pas de reflet et après donc elle va continuer à devoir au départ protéger sa pote et elle va finir par lâcher le morceau. Il dit et là elle fait un monologue super où elle dit leurs 4 vérités aux 2 vieux gars là et la mise en scène est formidable. Parce qu'elle est entre les deux. Elle est toute petite là, entre les deux, enfermée par les 2 hommes. Mais d'abord, elle est un peu désolée, genre oui, elle vous a menti, oui, elle a un date, et puis ensuite elle les enchaîne quoi. C'est ça. Elle dit à Angel, voilà, mais toi t'es trop nul pour la draguer correctement, et toi. T'es un vieux gars. Tu lui mets une pression pas croyable alors que c'est juste une adolescente, tu dois te calmer et tout. Et la mise en scène. J'adore quand elle lui dit, toi t'es éternelle et t'as pas le temps pour une coupe de. un café, ouais. Ça juste pas quoi dire, c'est génial. Alors. Bah oui, parce qu'elle leur dit exactement ce qui la vérité. Et voilà. Qu'ils avaient besoin d'entendre. Elle sort du cadre et elle laisse les 2 gars. Qui la suivent maintenant. Oui, ils la contredisent pas, ils la suivent. Et c'est elle le leader. Parce que c'est pas des connards au final, c'est juste des mecs qui sont dans une société où ils sont élevés comme ça et ils se rendent pas forcément compte. Oui, t'as raison. Et ouais, donc la réalisation était super parce que soutenait ça, Willow, donc je le répète, bien enfermée par les 2 hommes au début, puis après qui devient la leader du groupe. On adore. Willow. Oh. Xander lui découvre la voiture de Cordelia et se dit faut peut-être creuser, ça veut dire que les filles sont encore là et il va rester donc voilà. Et on arrive donc à la fin de l'acte 3, donc Buffy et Cordelia et donc cette petite Cali sont enchaînées dans une cave. C'est horrible ce qui leur arrive parce qu'après avoir été droguées, elles sont maintenues donc de force et vont apparemment être sacrifiées, donc ça c'est pas bien du tout. Le monstre s'appelle Makida, donc c'était un champion mi-lourd de MMA, Riley, c'est ça Pourquoi tu me lances sur le MMA Ah non, mais en vrai, fan de MMA, Makida, il y a une vraie anecdote, c'est que le nom, alors je sais plus exactement, mais c'est inspiré d'une société qui s'appelle Makina, ou je sais plus trop quoi. Makita, et qui veut dire outil. Ouais, en fait, le scénariste a dit qu'il pensait avoir inventé le nom, et ensuite il a réalisé que c'était une ville quoi, qui existait déjà. Non, que c'était sur une perceuse sur le set en fait, et qu'il avait vu la marque de la perceuse. C'est ça, exactement. Rien à voir avec le MMA du coup. Non. Ouais, d'accord. Moi je pense ici un peu avec le bon, c'est quoi la MMA là? Bah si le sport. Oui, mais en quoi il y a quel rapport? Bah il y a une légende du MMA qui s'appelle Makida. Champion mi-lourd en 2009. Okay. Surnommé le dragon. Lyoto Machida, japonais brésilien, une légende du MMA. Agathe. Japonais brésilien. Ah, et le voilà. Et figure-toi que. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que Buffy. Brésil et le Japon, il y a un rapport très long, mais on en parlera plus tard.
Buffy, elle dit à Cordelia, Buffy, c'est pas nous qui allons à lui, c'est lui qui va venir à nous. Le patriarcat, il vient à nous. Twist incroyable, il est toujours exactement. présent, Mallory. Makida n'est donc pas un incroyable combattant de Après, MMA. on est plus nombreux là, on est plus d'hommes là. Mais c'est plutôt une sorte d'énorme bite géante. Hein, Et voilà, les mots, il faut le dire. les termes sont dits. Et il faut le dire, hein, c'est ce serpent entre guillemets, hein, c'est complètement un phallu. Hein. Avec des magnifiques VFX. Et d'ailleurs, Makida aurait dû être un. Ouais, c'est moi. Joss Whedon aurait aimé que ce soit un perso récurrent. Mais en fait, c'était trop lourd en termes de VFX et du coup ils ont abandonné l'idée. Est-ce que ça aurait pas été un peu lourd au bout d'un moment? Sans doute. Oui, on va faire. Sauf que c'est même pas Buffy contre Makina, quoi. C'est Makida. Non, mais on va vous en parler à la fin. Ça aurait pu être le Big Bad de la saison. Ouais, à la fin il y a une scène qui a été coupée. On va vous en parler tout ça. La fin. La tronche du Big Bad. La fin de l'épisode aurait dû être différente. Et là, on voit que Xander, il a décidé d'aller sauver Buffy et Cordy, mais par contre, il n'y va pas en tant que lui-même. Encore une fois, il y va déguisé en riche. Comme les frères qui voudrait être. Il assume toujours pas ce qu'il est en fait. Il veut quand même en être. Ouais. Il est toujours. Bien sûr. Il n'a pas assez confiance. C'est toujours une bite. C'est toujours une bite. C'est dingue. Et là, Angel, il est colère. Il est pas content du tout, hein. Alors on touche pas à Buffy, hein. Mais Buffy. Mais voilà. Oui, c'est son protecteur. Mais oui, mais c'est bien normal qu'il soit pas content. Hein. Et donc là, il a ses défauts, mais passons. Makida qui vient tourner autour des jeunes femmes, les sentir un petit peu, c'est très très étrange. Et Buffy ose parler à Makida. Ouais. Et donc se prend une baigne de la part de Tom. Tom, donc on l'a expliqué, un gros mascu misogyne, ne supporte pas qu'une faible femme, une simple femme, s'adresse à son dieu, quoi. Il sait pas encore à qui il a affaire. C'est ça. Ils sont mal tombés. En fait, ils sont mal tombés. Il a tapé Buffy, quoi. C'est chaud. Hein. Angelique vient de démonter les gars, tranquille. Xander, encore une fois, il a essayé de se battre, mais c'est pas fait pour lui. Ça, c'est pas ce genre de mec. Ouais, quand il veut, il peut. Il tente. Oui, mais c'est pas une critique que je fais. C'est même bien. C'est pas son truc. C'est bien. C'est pas son truc. C'est bien. Vous avez pas dit que l'acteur qui joue Makida. Il a joué dans une autre... Enfin, il a fait des voix pour une autre série... Attends, l'acteur qui joue Makida, figure-toi, il a fait des voix pour une autre série. Non. Et quelle série? C'était quoi? Pour ta série préférée, Clément, non? C'est pas ça? Il a fait Scooby-Doo. Oh. Non, mais non, pas du tout, pour Charmed. Oh. Alors, mais la meilleure série après Buffy. Ils ont recruté dans le Charmed, là. Ouais, c'est l'épisode Charmed, je pense. Ils ont débauché. Les priorités Ils n'avaient pas fait venir... Buffy célibataire. Alors voilà, ça c'est génial parce que donc en haut il y a Jace, Xander et Angel qui prennent un malin plaisir à défoncer des pauvres petits étudiants. On le rappelle, ces trois hommes ont été humiliés par les femmes. Ils se défoulent là. Pendant tout le début de l'épisode. Et là ils se vengent en tapant. Et Willow leur dit mais les gars, mais c'est n'importe quoi ce que vous faites. Faut aller sauver nos potes. Parce que Xander là il se bat même plus pour Buffy. Là il est en train de se venger. Il dit ça c'est pour le maquillage. Ça c'est Buffy a pas besoin de lui. Uniquement pour eux, pour leur ego de mâle blanc un peu moins. Il n'y a pas tellement besoin d'eux finalement. Au final, elle avait pas besoin. Donc, ouais, ils sont blessés, ils sont moins. Ils sont moins. Il se fait démonter Et donc Buffy se libère, sauf Cordelia et tue le monstre toute seule. Elle n'a absolument besoin de personne. Ils sont venus pour rien. Mais oui, c'est ça qui est génial. Formidable. Ils sont venus vraiment pour rien. Pour regarder, pour voir une femme forte, leur montrer ce qu'il faut faire et ce qu'ils sont pas capables de faire. Après, non, les moines, ils seraient pas partis s'ils étaient pas venus. Non, mais elle les aurait défoncés. Bien sûr qu'elle les aurait défoncés. Bien sûr. Mais c'est bien qu'ils soient venus. Ils sont venus pour l'aider, heureusement. Pour voir, pour aider Cordelia. Et là. Cordelia, qui est encore une fois géniale, qui fait partie vraiment de ces femmes qui sont matrixées par le patriarcat. Elle est incapable de reconnaître que c'est Buffy qui l'a sauvée. Pour elle, une femme ne peut pas l'avoir sauvée. Elle se jette dans les bras d'Angel. Moi, c'est parce qu'elle veut avoir un rapport physique avec Angel. Mais je pense qu'il y a un discours, il y a un discours sur Cordelia. Oui, mais il n'y a pas que ça. Dans tout l'épisode, elle se range du côté du patriarcat par stratégie. I'm sorry. So am I drive you too hard because I know what you have to face.
On a une conversation ultra mignonne entre Buffy et Giles. Giles, malgré tous les défauts qu'il a montrés en ce début d'épisode, se montre être là un papa formidable. Un papa métaphorique. Hein. Tu l'appelleras papa, forcément, il y aura du boulot à faire. Daddy. Il dit à sa jeune protégée qu'il ne va pas l'engueuler, qu'il va... et au contraire, qu'il va tirer des leçons. Lui, il va tirer des leçons de cette histoire et qu'il va mieux se comporter la prochaine fois et qu'il a totalement confiance en elle. C'est beau. Et là, Cordelia inverse la situation de pouvoir. Maintenant, c'est elle qui abuse de quelqu'un d'autre. C'est ça, exactement. Elle a rien compris à la morale. Elle n'a pas tiré de leçon. On fout, elle s'en fout complètement. Elle en a tiré un apprentissage, mais pas une leçon. Dans le mauvais sens. Cordelia, pour elle, les hommes et les femmes doivent avoir une situation inégalitaire. Il y a un dominant et un dominé. Pour elle, il y a un dominant et un dominé, comme tu dis. Et donc, si c'est pas les femmes qui sont dominées par les hommes, c'est elle qui doit dominer le pauvre petit Jonathan. Voilà. Pauvre petit bonhomme. Petit bonhomme. Mais maintenant, il est papa, ce petit bonhomme. J'espère qu'il lui arrivera rien de mal, ce jeune homme. Dans la vraie vie, ouais. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que... Déjà, mais c'est passé extrêmement vite. Mais c'est passé tellement vite. Je suis sûr que c'est dans le bingo, ça. Dernière scène où Angèle va revenir. Ce bon Angèle. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que la personne qui arrive à défaire ce patriarcat, c'est une personne qui veut pas répondre au code de genre, parce que Buffy... C'est une fille qui est très féminine, mais qui a aussi la force et l'assurance qui est plutôt prêtée aux hommes en général. Et c'est elle qui arrive en fait à casser ce truc parce qu'elle se plie pas à ces règles-là. Et là justement, Angel fait enfin ce que Buffy attendait qu'il fasse. Il lui propose de prendre un café et elle lui répond sometime. On va voir. On va voir. Elle garde le contrôle. Elle même le avec reprend. ce plan cool où elle se met à sourire en partant évidemment. Ouais. Et d'ailleurs. On n'en parle pas souvent, mais là, gros problème avec la VF. À la fin de la VF, Buffy ne dit pas sometime. Buffy dit allons-y tout de suite, prenons ce café tout de suite. Donc il y a un contresens énorme à cause de la VF. Donc je le répète, comme je le fais souvent, regardez plutôt la VO, la série. En plus, elle dit tout de suite, mais elle s'en va. Du coup, ça n'a aucun sens. Mais j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé dans le studio. Sometimes, on peut pas le confondre avec. C'est peut-être à cause de la synchro. Mais c'est sûr que c'est une question de. Qu'il y avait rien en synchro labial qui pouvait. Ah oui, non, c'est pas le sometime, pardon, c'est pas le sometime qui est remplacé par maintenant alors, c'est le I'll let you know. Je te dirai. Je te tiendrai au courant. Bon, c'était trop dur à traduire, je suis d'accord. Ouais. Il y a pas de terme en français pour dire la même chose. Il y a quand même un contresens. Un de ces quatre. C'est tellement 90s. C'est là qui est génial la fin de cet épisode, comme elle lui dit, on verra. Comme il l'a fait poireauter pendant je sais pas combien de temps, maintenant c'est elle qui va le faire poireauter un petit peu. On verra, c'est intemporel. Et sur cette superbe scène de fin, il y a un morceau qui s'appelle She du groupe Louis XVI. Et Louis XVI. Les parents. Coupe la tête. Donc c'est Louis XVI. Ah, Louis XVI. Ça c'est. Excusez-moi. je l'avais pas. J'adore. Ça s'écrit pas comme Louis XVI, mais je pense que c'est un jeu de mots. Mais c'est sûr. Mais c'est pas comme ça. Et bref, les paroles parlent d'une jeune femme qui plie mais ne rompt pas. Et en gros, ça parle de Buffy, quoi. Buffy va peut-être faire languir un peu Angel, mais il faut qu'il soit patient et qu'il ne la laisse pas s'échapper. Parce que sinon, she takes away, elle s'en ira. Enfin voilà, cette chanson et ses paroles, qu'on entend très très bien à la fin de l'épisode, ne sont pas choisies au hasard. C'est déjà terminé. C'est passé extrêmement vite. Il y avait une scène. On n'a pas eu le temps de tout dire. Attendez, on n'a pas vu tout l'épisode là. Mais on l'a la scène coupée ou pas? Heureusement. Oui. Pour répondre à toutes tes questions, Agathe, et pour dire tout ce qu'on n'a pas pu dire là pour l'instant, on a la conclusion. En exclusivité ce soir. Oh my God. It's a sombrero. And it's on your head. Can you believe the Watchers Council let this guy go? Hey, did everybody see that guy just turn to dust? What kind of a monster is he? Crazy freak, vapid whore. Everybody, Giles has a TV. He's shallow like us. Alors oui, tout de suite, on va parler de cette scène coupée. Alors, non mais en vrai, premier degré, moi je suis pas au courant. Alors, donc à la fin
du combat entre Makida et Buffy. Donc il devait, alors ça n'a même pas été tourné, donc c'est quelque chose qu'on ne verra jamais, mais dans le scénario original, Makida ne devait pas être tué par Buffy. Merci. Buffy devait seulement se libérer et faire un peu de bagarre. Makida devait repartir dans le tuyau parce que, comme tu l'as dit, Agathe, ça devait être un démon récurrent, et il devait embarquer Tom avec lui. Il devait dire allez, un petit pour la route. Casse-dalle. Parce qu'il reprochait à Tom de ne pas l'avoir nourri correctement, donc lui il avait faim. Bien bouffé quelque chose. Donc il voulait embarquer Tom pour son trajet retour. C'était beaucoup trop compliqué à tourner au niveau des effets spéciaux. On l'a vu, Makida c'est pas le meilleur monstre de l'univers Buffy. Il est un peu pas très très bien fait. Et donc ils ont laissé tomber cette scène et on l'a vu. Buffy juste coupe la bite du patriarcat en toute simplicité. Ah oui, d'accord. À la place de la laisser se rétracter, elle la coupe. Parce que sinon, elle serait partie, elle serait encore là au-dessus de nos têtes, là, pendouillée mollement. Elle a une bite de Damoclès au-dessus de nos têtes. Ouais. Non, mais c'est l'hydre. Oh, la belle image. C'est l'hydre, voilà, tu la coupes, elle revient, quoi. Et elle revient. Riley, est-ce que vous aviez une conclusion? Non, je suis séché là. Après la bite coupée en... Oui, j'imagine. J'ai bien aimé cet épisode. Voilà ma conclusion. Je suis pas totalement remis. Si, en fait, je trouve que c'était prévisible. Même si tous les thèmes sont super intéressants et tout, je suis pas fan de cet épisode en vrai. C'est pas mon préféré. D'accord. Et dommage. Il y a des très bonnes idées, effectivement, toutes les thématiques, comme on a dit tout au long de cet épisode, super, c'est bien, c'est évident en fait. Il n'y a pas du tout de... Non ? C'est évident pour nous en 2024, à nos grands âges. Alors, tu as totalement raison. Non, mais peut-être que dans les années 90, à 12 ans, on se rendait pas aussi compte. Ah, évidemment. Je pense que c'est ce qui est sûr, c'est que quand je l'ai vu la première fois, cet épisode, je me suis sûrement dit, ouais, bof. Moi j'ai une anecdote, je me rappelle très bien la première fois où je n'ai pas vu cet épisode. Parce que ça devient philosophique. À cette époque, ça passait tous les jours de l'année. Ça passait le vendredi soir, Buffy, et ça passait très tard à 23h30. Ouais. Ça commençait après Au-delà du réel sur M6. C'est une série que je supportais pas. Au-delà. Je me mets devant Au-delà du réel. Je me mets devant Au-delà du réel. Et j'attends patiemment mon Buffy, parce que moi je veux voir Buffy, je m'en fous de. Sauf que je m'endors. Non, c'est terrible. T'es endormi devant Buffy? Je me rappelle m'être... Non, devant Au-delà du réel. Je me rappelle m'être réveillé. C'était le générique de fin de Buffy. Oh non. Et alors c'est terrible. C'était terrible parce que on n'était pas, il y avait pas d'internet, il y avait pas de streaming. J'ai raté Reptile Boy. Il a fallu que j'attende 1 an et demi avant de voir Reptile Boy. Ça c'est horrible. Pour voir la rediff. À l'époque, c'était si. Et tu as compris ce qui se passait dans l'épisode d'après ou? Écoute. L'anecdote n'est pas terminée. À l'époque, ça devient de mieux en mieux. À l'époque, j'avais un pote que j'ai toujours, que vous connaissez pour une partie d'entre vous, qui s'appelle Xavier. Mon ami Xavier, qui regardait aussi Buffy. Non, c'est un autre invité dans le podcast. Qui est déjà venu sous une autre identité dans le podcast. Okay. Qui regardait aussi Buffy tous les vendredis soirs. Et le lundi, je lui dis, mais Xavier, ça va pas du tout, je n'ai pas vu l'épisode. Et lui, trop sympa, on a passé... Tu sors la cassette? Non, la pause déjeuner, il m'a raconté l'épisode, scène par scène. Mais un vrai pote. Le connaissant, il a dû dire, ouais, je comprends pas ce qu'a fait Buffy. Alors là, elle attaque des mecs qui ont l'air hyper cool. Ils ont l'air vraiment trop cool, ils gagnent de l'argent, je comprends pas ce qu'elle leur veut, Buffy et tout. Il était lui. Un gros bisou à Xavier, du coup. Un gros bisou, Xavier, ouais. Lui, il était ultra fan de Jace, et donc il m'en avait fait des caisses sur Jace qui cassé la gueule. Qui fait son truc d'épée là tout seul, qui donne des ordres scandaleux à Buffy, tout ça. Enfin voilà. C'est un bon pote quand même. C'est un épisode que je me suis imaginé pendant plusieurs mois avant de le voir. C'est une belle anecdote émouvante. C'était très beau. Mallory, est-ce que vous avez une conclusion? Pas vraiment, mais je trouve vraiment cet épisode. Je trouve ça assez intéressant de voir à quel point cet épisode est encore d'actualité aujourd'hui. C'est pas faux. Sur notamment tous les masculinistes modernes, vraiment, qui me font beaucoup penser à ces personnes dans la pas sororité du coup, la fraternité, qui s'organisent un peu en meute là autour de pseudo mal alpha entre guillemets. Donc c'était hyper intéressant comme épisode. Pas le meilleur, je trouve non plus. Ouais. Sur la forme, il est pas ouf, mais sur le fond, il est vraiment hyper intéressant. Toi, Sartman, quand tu m'as dit que ce serait ça l'épisode oui, t'étais pas fan. J'ai annulé la soirée. Je ne viens pas. Flemme. Parce que c'est pas un de mes préfs non plus. Parce qu'en fait, les méchants, c'est des humains, et donc c'est boring.
Bah non, il y a Makita quand même. Moi je trouve ça très chouette. Mais justement, c'est ça qui est... effectivement, je suis d'accord. C'est vachement bien et je pense pas que c'est le meilleur, mais il y a effectivement plein de trucs à dire. Justement, c'est ça qui est terrifiant, c'est que les personnes les plus terrifiantes de l'épisode, c'est des humains. Et aujourd'hui, moi je vois ça avant l'heure. Avec le féminisme et tout ça, et aussi sur la répartition des richesses et le fait qu'à la fin, Xander il lit le journal et il dit il y a plein de boîtes qui sont cotées en bourse, qui viennent de se casser la gueule, et ils sortent tous de cette fraternité, et je trouve ça assez intéressant sur la façon dont les puissants gardent le pouvoir et voilà. Et peut-être c'est peut-être une leçon révolutionnaire à creuser. Hein. Les puissants aussi, leur puissance ne tient à pas grand-chose finalement. Vu qu'ils sont une minorité, peut-être oui, mais qu'ils utilisent le même système de domination, toujours sur les mêmes personnes. Et vu que les pauvres, on est plus nombreux, si on s'unissait un petit peu, on prend tous nos fours si on y va. Peut-être on pourrait faire quelque chose. Vous aviez quelque chose à dire, Riley? Oui, en fait, c'est ce que vous dites là, c'est très récurrent dans tout ce qu'a fait David Greenwald justement, dans ce qu'il fait sur Angel, ce qu'il fait dans Profit. C'est le pouvoir par l'argent, c'est les costards cravates. En fait, ces gens qui sont au pouvoir, en fait, sont les pires crapules. Sont les pires crapules, mais ils sont soit ils sont contrôlés, ils sont manipulés, ils sont démoniaques, ils sont c'est eux qui manipulent. Ils ont jamais une sorte de. Il y a toujours un. Dans ce qu'il a écrit, en fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même une explication toujours fantastique. C'est-à-dire qu'on peut pas être aussi mauvais, en fait, c'est forcément qu'il y a une explication fantastique. C'est-à-dire que par exemple, Emmanuel Macron, forcément, c'est un démon. Il y a un appât du gain. Ils veulent, mais ils veulent surtout de l'argent et le pouvoir avant tout. Non, mais bien sûr, mais en fait, il a cette volonté, ce Greenwald, de travailler ces sujets-là, parce que c'est récurrent dans toutes ses œuvres. Ce qui est quand même plutôt bien. Il est très au fait de comment marche la société. Juste, c'est un auteur, et c'est un auteur dans le cadre d'une série mainstream américaine, c'est quand même à souligner. Ça lui permet de dire des choses, ça c'est bien. Il le fait souvent, quoi. Et ce n'est pas qu'un auteur, c'est aussi un bon réalisateur. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelques plans très inspirés dans cet épisode. Je crois que c'est la première fois qu'il y a un épisode qui est écrit et réalisé par quelqu'un d'autre que Joss Whedon. Quand c'est la même personne. Qui écrit peut-être et la réalise, première fois. C'est fort probable. J'ai lu ça, je le sors pas de mon chapeau. Je l'ai lu sur les réseaux. Clément, est-ce que vous aviez une conclusion? Oui, vite fait. Moi, j'ai beaucoup aimé cet épisode par la justesse et le recul pris vis-à-vis du traitement de ces événements graves qui arrivent encore aujourd'hui. Hein, voilà, ces fêtes un peu débordées où on met une pilule dans un verre et tout ça orchestré par l'espèce de classe dominante qui perpétue finalement, tu l'as dit tout à l'heure, Mallory, une espèce de tradition qui est immuable. Et souvent des mecs qui seront pas punis en plus par la suite. Non, parce qu'ils n'ont pas tu vois, ils sont pas du tout inquiétés par ça. Et je vous invite à revoir The Social Network qui commence sur une scène qui se passe dans une de ces soirées-là, et c'est justement ce qui va donner envie au Mark Zuckerberg du film de faire son invention révolutionnaire. Bref, peut-être que si tout ça avait accès sur une révolution, Surfman, en fait, je suis bien d'accord avec toi. Donc dans son fond, dans sa forme, je l'ai trouvé bien dosé. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire en conclusion, monsieur, dame? Je crois pas, non. Je crois qu'on a fait le tour. Fin de l'épisode, allez, c'est terminé. Alors, c'est terminé. C'est parti pour la rubrique de l'invité. Pourquoi Buffy c'est génial? Mais rien que le nom, c'est le meilleur nom de tous les temps, vous savez ça? Buffy elle est géniale parce qu'elle a des beaux cheveux. Parce qu'il y a des vampires. C'est badass. Eh, gros sein, c'est pour ça. Buffy c'est la base de la série télé, c'est la meilleure série télé du monde. Buffy ça me donne du boulot. Buffy c'est génial. Et parce que le bronze c'est trop cool. Buffy was awesome. Rubrique de l'invité avec Agathe. Bienvenue, Agathe. Bienvenue. Comme Buffy à nous quand même, pas mal. Ouais. Et oui. Alors Agathe, on a des questions rituelles pour commencer cette rubrique de l'invité que tu connais. Je crois que tu as déjà écouté l'épisode. Oui, le podcast, je veux dire. Un petit Après, peu, j'ai pas par cœur. Préparé ta rubrique. Non, voilà. Comment tu as découvert Buffy contre les vampires? Eh ben, j'ai découvert à la télé, comme beaucoup, mais complètement dilettante. Et c'est une fois adulte, par pure nostalgie, j'ai voulu regarder une série des années 90. Ah. En quelle année c'était ça? Mais c'était il y a bien 15 ans. Elle est adulte depuis longtemps. Hein. Ouais. Ah bon? Ouais. Donc c'était il y a 15 ans, j'ai voulu revoir la série et en fait j'ai été happée. D'abord je l'ai regardée en me disant je vais adorer détester, genre ça va être un peu naze. Genre kitsch et tout. Ça va être kitsch, ça va être un truc d'ado. J'avais aucun souvenir.
Parce que moi j'étais Team Charmed et X-Files. non Quoi non, mais... Quand j'étais ado, j'étais pas prêt. J'étais Team Charmed au début aussi. Hein. Mais je suivais beaucoup plus Charmed quand J'aimais tellement Agathe. Au revoir à tous. Regarde, ça ne s'arrêtera pas dans la vie. Merci de nous avoir écoutés. Non, mais c'est grâce à Charmed au final qu'on a découvert Attends, Buffy. et aujourd'hui, Buffy, oui. elle surpasse toutes les séries pour moi. Évidemment. D'accord. Et depuis, ça ne m'a pas lâché. Et c'est pour ça que tu es avec nous ce soir. Exactement. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Bah, on va parler de notre rencontre. C'est Oh là c'est là. une belle histoire de Buffy. Je me souviens de notre première bière, Agathe. C'est vrai, moi aussi. Je me souviens très bien. Mais avant ça, Mais oui, moi aussi. Agathe va nous parler de son épisode préféré. Et ben moi, mon épisode préféré, c'est bêtement le premier que j'ai vu. Et c'est l'épisode d'Halloween à la fac, là, quand ils sont coincés dans la maison. Fear Itself. Fear Itself, oui. Et ben c'est mon préf parce que je Avec l'ai le vu. petit démon. Oui, exactement. En fait, j'ai adoré parce que il m'a fait un peu flipper. J'ai trouvé les répliques drôles et la fin m'a scotché de rire en fait. Ah oui, le et je me petit suis monstre. dit oh my god, c'est trop drôle. Mais c'est incroyable et du coup, c'est mon préféré à cause de ça. Et il y avait une super réplique de Oz que j'adore, c'est qu'à un moment donné, est-ce que lui il est déguisé en Dieu, il a juste une étiquette avec écrit Dieu, je m'appelle Dieu, et à un moment donné elle dit oh my god et il dit tu peux m'appeler Oz, et ça m'avait fait beaucoup rire à l'époque et ça me fait toujours beaucoup rire aujourd'hui. Puis je vois très bien ce que tu veux dire parce que finalement cette fin qui finalement presque classique dans l'univers Buffy, mais c'était pas. Mais moi si qui regardais classique que ça. Charmed, j'avais pas l'habitude de voir un démon drôle qui est ridicule. Et puis même dans les autres séries, effectivement, le ridiculiser. Dans Charmed, il était drôle, mais c'était pas volontaire. Voilà, exactement. Alors oui, donc tu es fan de Buffy, et alors, enfin que tu nous racontes, à un moment donné, t'es venu une idée complètement folle de faire un podcast sur Buffy. Bon, Quelle idée C'est incroyable. C'est ça. Comment t'en es Des venu gens très bien. Alors, donc un podcast que vous pouvez écouter qui s'appelle Bienvenue à Sunnydale. Hein. Oui, mais vous n'allez pas écouter beaucoup d'épisodes parce qu'ils n'existent plus aujourd'hui. Mais oui, c'est un épisode. Mais les épisodes sont toujours en ligne. Je crois, ouais. D'accord. Mais comment t'es venue cette idée de faire un En podcast fait, sur Buffy j'avais des amis qui ne connaissaient pas du tout Buffy et qui savaient que j'adore Buffy. On s'est dit un jour que ce serait marrant de les regarder et elles qui sont des néophytes allaient découvrir la série. Et moi, j'allais un peu les guider sur le chemin de la joie. C'était une noble requête. Ouais, quand même. et surtout, c'est que ces nanas, c'est des filles super qui avaient des a priori sur Buffy. Et du coup, ça me faisait rire parce que comme je toi, savais. au début. Exactement. Et je savais qu'elles allaient être happées et que j'allais pouvoir assister en avant-première à leur découverte du bonheur, quoi. Et parce qu'elle regardait les épisodes au fur et à mesure de vos enregistrements. Exactement. Elle regardait pas en avance. Ouais. Et elles étaient colocs à l'époque et du coup elles regardaient ensemble. Et du coup voilà, je découvrais à distance et quelques jours après ce qu'elles avaient pensé de l'épisode qu'elles avaient vu. C'était super. Et vous avez fait combien d'épisodes du coup ? Le dernier qu'on a fait mais qu'on n'a pas enregistré, c'était avec le premier épisode où on voit Ethan Rayne. Ah bah c'est Halloween justement de la saison 2. Non, c'est l'épisode du passé de Giles. Dark Age. Oui, mais on le voit d'abord à Halloween. Le premier épisode, on le voit, c'est Alors Halloween. c'est le deuxième. C'est celui où il y a le démon qui prend possession de Jenny là. C'est Dark Age. Qui essaye de violer Giles. C'est le démon. Voilà, mais on l'a pas enregistré celui-là malheureusement. Et puis ensuite, nos chemins se sont séparés, donc le podcast n'existe plus. Mais il était fort drôle, donc si écoutez, ça vous dit, écoutez-le. Si vous voulez entendre parler de Helmut, de Angèle, et Marion était folle de Xander, vous pouvez écouter Bienvenue à Sunnydale, les petits épisodes qui existent. Voilà. Ah ouais, non, c'est super. C'est cool. Et donc ouais, voilà. Et moi, je voulais aussi qu'on parle de ce que tu fais quand tu n'es pas en train de regarder Buffy. Regarde Charme, visiblement. Je regarde Charme principalement et le Caméléon. Oh, le caméléon, j'ai jamais regardé le Caméléon, je mens. Tu mens pas très très bien. Non. Moi, je suis graphiste dans l'audiovisuel. Bah ouais. Je fais des effets visuels. Wow. Qui intègre Makida sur les plans. Ah, c'est toi qui as mis cette énorme table à l'écran. J'étais junior à l'époque. Elle avait été là, ça aurait été le méchant de la saison. Elle n'était pas là. Ah ouais, c'est pour ça, ils t'ont pas embauché. C'est génial. C'est cool ça, tu fais ça. Je t'admire, Agathe. Bah, je le dis. C'est admirable. Je le dis in mic. Non, parce que tu bosses sur des longs métrages, tout ça, c'est pas. Je bosse principalement dans la publicité. On va pas se mentir. Mais il m'arrive de faire des effets visuels sur des films, ouais. D'accord.
Pendant ce temps, sur le chat, Big M banne des mots comme beat ou charmed. C'est du même niveau à peu près. Oui, ça se vaut. Je trouve ça formidable. T'as raison. Et oui, alors donc toi, c'est ton métier, tu fais des effets spéciaux, donc comme tu l'as dit. Que penses-tu? Quel est ton regard de professionnel sur les effets spéciaux de Buffy, de ta série préférée? Au début, il pique un peu. Bah oui. Ah oui. Mais est-ce que c'est très grave? Qu'est-ce que tu penses de ce Machida? Mais bien sûr que c'est pas grave. C'est même pas le pire. Pour moi, le pire, c'est l'épisode avec la pom-pom girl qui est coincée dans la statuette là. Avec ses deux yeux là. Mais en vrai, je m'en fiche. Ça va, franchement. T'arrives à passer. Du coup, est-ce que ça te relativise quand t'es dans ton taf quotidien? Parce qu'on n'est plus à la même époque. Alors on me pardonnera pas. On n'est plus à la même époque, mais attendez les amis, dans 2027, les effets spéciaux vont encore évoluer. Bien sûr. Et ceux de 2025 seront datés. Oui, ils seront remplacés par l'État. Ouais. Non, oui, je sais pas, j'ai toujours une petite. Non, mais moi ça me fait rire. Je trouve ça charmant et je trouve ça désuet. Et non, moi ça ajoute au charme, je trouve. Au charme, tu veux dire. Charme, on en revient encore. Exactement. Ça rajoute au charme. Et à l'inverse, est-ce que Buffy va t'influencer dans ton travail? Est-ce que tu vas te dire ah ouais tiens je vais faire un peu comme ça parce que je vais faire un peu comme Makida. Je vais mettre des beats partout. J'ai malheureusement peu la possibilité d'apporter mes propres idées. J'ai un brief que je dois suivre généralement. Donc j'avoue, j'ai jamais pensé à Buffy pendant que je faisais mes effets, mais le prochain que je fais, promis. Là, je suis sur une pub Yves Saint-Laurent. Essayer de caser un peu de Makida. Bah oui, quand même. Oui. Symbole phallique. Un symbole phallique au fond, ouais, ça peut passer. Une bite en plein milieu du bijou, là. Ouais, exactement. C'est vrai que ce serait discret. Ouais, est-ce qu'on a des questions pour Agathe sur le chat? Alors, je sais que beaucoup. Le chat, sur le chat, peut-être, parce que nous, on commence à se connaître un petit peu. Certaines d'entre vous. Ma chère Agathe. Bah oui, alors il faut qu'on raconte. Il faut qu'on raconte notre rencontre. J'explique le contexte. Effectivement, donc moi, j'ai écouté le podcast d'Agathe et j'ai dit mais c'est trop bien, un podcast sur Buffy, et puis j'ai beaucoup aimé ce que vous faisiez dans le podcast, ça me faisait mourir de rire, et je crois que je t'avais envoyé un message en disant c'est trop bien et tout, voilà. Et après, très rapidement, on s'est dit, bon, allons boire des bières, en fait. Bah oui, vu que j'étais à Paris, vous aussi. Oui, voilà, c'est ça. On savait pas où on habitait tous et on a découvert qu'on était à Paris. Incroyable. On s'est dit, buvons des bières et immédiatement, on est devenu très, très potes. Mais du coup, j'étais la seule à Paris, puisque les Marion et Claire sont à Toulouse. Tu t'es retrouvée avec 3 hommes blancs, exactement. 6, et t'as eu très, très peur. Et j'avais écouté l'épisode dans lequel tu en parlais et où Riley avait détesté, parce qu'on était complètement irrévérencieuse face à Buffy, oui, c'est exactement ce que j'ai dit. Ouais. Il avait dit dans un épisode du podcast, on parlait de ton podcast. Ça avait fait dans Si vous aimez Buffy, elle critique ma série préférée, c'est ça que j'avais dit. Non, t'aimais pas parce qu'on se moquait un peu, quoi. Mais je comprends parce que... Un peu beaucoup. T'en voulais à Riley non, pas du tout. Mais quand il est arrivé, c'est vrai, je l'ai un peu taquiné dès le départ. C'était trop bien, du coup. Mais on a passé... Mais non, c'était marrant, non? Ah bah oui, c'était génial. Bah, c'est on se parle la pub. Oui, c'est vrai. Et donc voilà, j'ai découvert les 3 loustiques à cette occasion-là. Et depuis, on est amis. Et oui, on fait du jeu de rôle, on boit des bières. Quand je fais des crémaillères, il y a Clément qui vient. Moi, je déteste ton podcast, désolé. C'est vrai. Moi, je déteste les crémaillères. Donc, je pouvais pas. Fair enough. Je peux pas lutter. J'ai une question un peu touchy. Joss Whedon. Ouais. Est-ce que ça t'a... T'es un connard. C'est un sac à merde. Voilà. Non, mais moi je pense qu'on n'a pas eu ce débat, je crois, et ça bon je pense que c'est un... moi je pense sincèrement que c'est un génie de l'écriture et que c'est un mec super artistiquement. Mais moi je sépare pas l'homme de l'artiste. Je l'aime tellement cette série par rapport à tout ce qu'elle chaud, dit. Du coup. C'est trop parce chaud. que les propos qu'elle tient sont exactement. Et en accord avec et quand j'ai redécouvert Buffy, c'était au même moment où j'étais en train de devenir sincèrement féministe, et du coup je l'ai vu en parallèle de mon éducation féministe, et donc ça a été d'autant plus puissant. Donc c'est un peu compliqué comme question, Riley. Je sais, j'ai fait exprès. Chiant. J'avais une question pour toi, Agathe. Tu as évoqué ton féminisme. Est-ce que tu trouves que Buffy a contribué à ton éveil au féminisme? Mais complètement. Parce que moi c'est mon cas, et que de le dire, j'ai envie de chialer en fait.
Et parce que Buffy ce que je dis que mon éducation féministe s'est fait en parallèle, mais je pense que si je regardais pas Buffy à cette époque, je suis pas sûre que j'aurais été aussi loin dans mon éducation féministe et que j'aurais pas autant poussé ces questions de la force des femmes, la position des femmes dans la société, le rapport aux hommes, tout le conseil qui est le patriarcat et tout ça. Et en fait, je sais pas si l'un a nourri l'autre. En tout cas, c'est vraiment très poreux et voilà. Donc c'est un truc qui complètement qui a nourri en tout cas mon. Et c'est pour ça que ça reste une série hyper importante pour toi, malgré... Mais complètement, et même j'en parlais avec une collègue qui a découvert Buffy il y a pas longtemps et qui m'a dit « Oh, la fin, c'est de la merde !» non, mais non. elle a rien compris. Mais oui, elle a rien compris, et en fait... la fin est tellement... Et je me suis rappelé à quel point cette fin, elle m'avait bouleversée, mais parce que j'étais adulte déjà et que j'étais renseignée sur des choses. Incroyable. Je pense que si en plus t'es renseignée, ça a une dimension... Son discours de fin, où elle dit maintenant ce pouvoir, je vous le donne. J'ai envie de pleurer rien que de mais toute lire la dernière saison, Et du coup, complètement. Voilà. Est-ce qu'on est bon? Il n'y a plus de questions, on n'a plus rien? Attends, si, sur le chat, attends, il y a plein de questions. Donc... Vive les Spice Girls, on nous dit sur le chat. Et c'est vrai. On en est là, donc, dans le chat. Donc je pense que c'est le moment... C'est vraiment l'heure de terminer ce podcast. C'est le moment idéal, pas du tout pour terminer le podcast, mais pour passer à la rubrique « Si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça ». You're English, right? Yeah. I've seen every episode of Doctor Who. For God's sakes, Andrew, you've been in here for 30 minutes. What are you doing? Entertaining and educating. Well, why can't you just masturbate like the rest of us? Riley, votre Si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. On vous écoute. Ah, il pourra pas fumer. Il avait tellement hâte de partir. Alors, de quoi tu nous parles? Attendez, où sont mes papiers? Comme d'habitude, je voulais parler d'une BD que personne n'a lu et que une BD que je suis le seul à avoir lu et que personne n'a lu. Comme d'habitude, c'est toujours la même histoire. Il y a une mariée avec un fusil à pompe. Exactement, c'est un comics, ça s'appelle Love Everlasting. C'est écrit par Tom King et dessiné par Elsa Chartier. C'est sorti en France chez Urban Comics. Alors, de quoi ça parle? C'est l'histoire de Joanne. Elle tombe amoureuse d'un mec, tout va bien et tout. Et puis, au moment où elle lui dit je t'aime, elle est propulsée dans un autre monde. Oh merde! Elle comprend pas trop ce qui se passe, c'est un monde de cow-boys. Ok, elles se sont perdues, puis elle dit non, peut-être j'ai rêvé, c'était qu'un rêve. Et puis elle tombe amoureuse d'un mec, un cow-boy. Okay. Et au moment où elle lui dit je t'aime, elle est propulsée dans un autre monde. Et en fait, c'est ça l'histoire, c'est que cette jeune femme, dès qu'elle tombe amoureuse de quelqu'un, c'est un peu comme dans Code Quantum, vous voyez, elle est projetée dans un autre univers. Alors dans un univers ou dans une époque? Non, c'est pas une époque. On a des connaisseurs. J'y arrive, puisqu'en fait c'est pas c'est des époques et des univers, puisqu'en fait comme dans Slider. Ouais, un peu comme Slider, parce que l'idée de cette BD, de ce comic, c'est de retravailler les romance comics. Donc c'est en fait, savez-vous que dans les années 50 et 60, les super-héros, c'était pas le genre numéro 1 dans les comics américains, c'était la romance. Non, il y avait eu un moment après la guerre, des comics de guerre et de romance. Et du coup, en fait, c'est une sorte de pastiche des comics de romance, avec ce personnage qui va du coup retracer tous les clichés, en fait, revivre tous les clichés de ces trucs d'époque, quoi, où c'est pour ça que ça rejoint Buffy et cet épisode en particulier, c'est que la femme, elle doit être une mère au foyer, elle ne peut pas prendre de décision sans l'accord du mari. Et ça retrace tout ça, sauf qu'au bout d'un moment, elle va dire non, je vais prendre un fusil en fait. et puis je vais vous shooter pour essayer de m'en sortir parce que je suis propulsé de monde en monde. Et le dessin ressemble aussi au style des années 50. Exactement, parce que le dessin, c'est Elsa Chartier, c'est une artiste française qui fait le dessin. Et son style, c'est du rétro un peu comics. Elle joue sur ce côté années 60, années 50. Et du coup, ça fonctionne super bien avec l'histoire qui est racontée. Là, ce que je vous décris, quand vous lisez le comics, c'est là que j'arrive peut-être aux critiques, aux défauts, c'est que c'est pas évident. Tout ce que je viens de vous dire là, c'est assez fluide, mais en fait, c'est pas raconté comme ça. Au début, on est vraiment un peu perdu, on sait pas vraiment sur quel pied danser, et du coup, ça peut être assez. En tout cas, les premières pages, on peut se dire, ok, où ça va, on comprend rien. Volontairement, c'est pour que ce soit mystérieux. Oui, évidemment, c'est pour que ce soit mystérieux, qu'on soit perdu autant que le personnage. C'est juste que ça peut un peu refroidir si tu rentres pas dans le délire ou si tu accroches pas au dessin, tout simplement, qui sont quand même un peu particuliers, parce que ils ont des grosses têtes. Enfin, je sais pas comment le dire. C'est vraiment.
Je parle du dessin. C'est très comme Darwin Cook, si vous connaissez aussi cet auteur, ce Je les dessinateur. trouve très bien. Ouais, c'est très j'adore. très beau. Vraiment très Ah, beau. le style est génial, ouais, le style est génial. Donc vous pouvez taper, ça s'appelle Love Everlasting. Et donc c'est en 2 tomes en français, en tout je crois que ce sera en 3 tomes. Et ben, on espère que Joanne va s'en sortir, parce que là où j'en suis, elle est toujours bloquée dans ces mondes parallèles. Voilà, c'est tout pour mon système Buffy, tu vas aimer ça. Mallory, vous aviez un système Buffy, tu aimais ça? Oui, tout à fait, Sartman. Moi, je ne l'ai pas pris avec moi, mais j'ai lu il y a quelque temps le roman Circé de Madeleine Miller, qui parle de Circé, donc de mythologie, et qui est un peu retravaillé. Et si vous aimez les figures de femmes fortes qui doivent se battre contre le patriarcat et qui disposent vraiment de particularités et de force intérieure assez incroyables, ce roman est vraiment magnifique. Il est trop bien, donc franchement, j'y trouve aucun défaut. Donc lisez-le. C'est hyper c'est à cartonner à un moment donné. Ah ouais, il est magnifique, il est trop bien. Donc lisez-le. Circé de Madeleine Miller. On note. Moi, je voulais vous parler du film The Substance. Mais je l'ai pas vu. Moi, je l'ai vu. Donc, le film Substance de Coralie Farja qui est sorti, je crois, il y a 2 semaines, au moment où on enregistre. Film qui avait reçu un prix au Festival de Cannes. Et du meilleur scénario. Meilleur scénario. Moi, j'étais comme un ouf. Ça fait 6 mois, 1 an là que j'attends à fond ce film. J'étais super content. C'est vrai. Donc, un film avec Demi Moore, Margaret Cayley, je sais pas comment on dit, et Dennis Quaid. Le thème du film, c'est très simple, c'est de nous montrer l'absurdité des diktats esthétiques contemporains qui ne mettent en avant que les corps féminins jeunes, en invisibilisant les femmes qui dépassent 40 ou 50 ans. Et au-delà de ça, le film va dénoncer, comme l'épisode qu'on a vu d'ailleurs, le monde patriarcal complètement fou, dans lequel des vieux mecs ont tous les pouvoirs sur des femmes qu'ils exploitent sans aucun scrupule. C'est un thème assez classique en 2024, mais là où moi ça m'a beaucoup emballé, c'est dans la forme que prend le film. Tout l'esthétique du film est cohérent avec le propos en exagérant tout de façon extrêmement outrancière. On en prend plein les yeux dans le mauvais goût, dans les cadrages, ça insiste dans les gros plans parfois, parce que dans le gore aussi, je vais vous en parler, mais il y a du gore aussi dans ce film. Jusqu'au dégoût, ça peut provoquer le dégoût même par moment, mais c'est complètement voulu. Le but est de montrer à quel point ces injonctions faites aux femmes pour avoir un corps sans défaut, et je mets sans défaut entre guillemets, est parfaitement absurde. Et c'est surtout ces injonctions détruisent les femmes qui tentent de les suivre. Tu vas pas spoiler le film? Je vais tenter de ne pas spoiler, ouais, même si j'avoue que la fin m'a rendu ouf. Quand tu parleras de la fin, je pourrais partir. J'ai beaucoup aimé la fin, mais je vais pas en parler parce que j'aimerais bien que les gens voient ce film sans forcément savoir ce qui s'y passe. T'as raison. Car c'est aussi ce qu'il faut noter dans The Substance, c'est qu'il fonctionne comme un film d'horreur. On pourra même le qualifier de body horror si on veut mettre absolument dans une case. Moi j'y tiens pas forcément, mais en tout cas ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a des scènes très gore, en tout cas qui fonctionnent comme des scènes gore où visuellement les scènes sont là pour nous choquer, voir des images choquantes, et elles montrent magnifiquement le mal qu'éprouve un corps féminin lorsqu'il essaye de rajeunir. Je pense notamment à la première scène, pour les gens qui ont vu le film, la première scène de transformation est très impactante pour ça, mais il y en a plein d'autres. Beaucoup. Et voilà, et là on y voit, la métaphore est très claire, on pense à la chirurgie, on pense à la chirurgie esthétique, on pense aux troubles alimentaires, on pense à toutes ces choses que les femmes infligent à leur corps et qui leur font beaucoup de mal. L'intérêt donc du genre horrifique est parfaitement respecté selon moi, car les scènes gore et donc absolument pas réalistes servent le propos du film qui lui est complètement réel. Je terminerai en parlant des comédiennes. Des 2 comédiennes principales qui sont formidables, Demi Moore et Margaret, j'ai oublié son nom. Qualley. Qu'on avait vu que moi j'avais vu dans la fille de. Ah, je ne savais pas que c'était une fille d'eux. Andy McDowell. Andy McDowell. Ah oui, d'accord, oui. Du coup, je suis déçu. Ah non. Et c'est une super comédienne. C'est une comédienne. The Leftovers, elle avait déjà incroyable dans The Leftovers. Elle avait rien contre la comédienne. Elle avait un rôle super qui est un peu qu'on perd de vue dans les dernières séances. Je suis un peu triste. Qui est plus là dans les dernières. Mais j'avais déjà repéré cette comédienne que je trouvais très très douée. Et là, ça fait trop plaisir de la voir dans un film de Coralie Farja. Ça fait plaisir. Coralie Farja, j'avais
déjà, peut-être pas dans ce podcast, mais j'avais vu son premier film qui s'appelait Revenge, que j'avais aussi beaucoup aimé, qui est dans le même délire où l'esthétique est... Qui a un revenge... un rape and revenge. Et Coralie Farja a un don pour les climax, pour les fins explosives. Voilà, pareil, je vais pas trop en dire, mais la fin de Revenge et la fin de The Substance sont extraordinaires. Non, je voulais parler un peu de Demi Moore, parce que Demi Moore, elle a un rôle extraordinaire, elle joue ça super bien. Il y a une scène, notamment une scène qui m'a bouleversé, où c'est une meuf elle se prépare pour sortir, pour un date. Et elle n'arrive pas à sortir de chez elle à cause de cette putain d'obsession de vouloir être parfaite, de vouloir être sans défaut. Sur le corps féminin. Ah mais c'est extraordinaire. Faut pas de quoi tu parles, Agathe. Alors que, voilà, non mais elle le joue super bien. C'est une scène, moi que je trouve formidable. Il y a pas de dialogue. Tout passe par l'image, tout passe par le jeu de la comédienne et le montage. Il y a de la zik aussi. C'est très très nerveux. Enfin c'est super. Bref, moi j'ai beaucoup aimé ce film. Donc The Substance de Coralie Farja. J'espère au cinéma actuellement. Le film a l'air de bien fonctionner, donc faut aller le voir. J'espère que Coralie Farja fera encore beaucoup de films. C'est une réalisatrice française, on peut le noter. Et je voudrais saluer Coralie Farja. Oui, vas-y. Elle a retiré son film d'un festival polonais depuis que le directeur du festival a dit qu'il ne sélectionnait pas de films de femmes parce que ça reviendrait à prendre des films médiocres. Et donc elle a dit dans ce cas on enlève mon film. Et donc je salue d'autant plus Coralie Farja pour cette prise de position. Voilà, pardon. Merci, je voulais juste finir en vous donnant la parole en fait, parce que donc moi j'ai beaucoup aimé, mais je sais. Non, moi je l'ai vu et j'ai beaucoup aimé, mais je sais que c'est un film que je ne reverrai jamais. D'accord. Il était trop hardcore. Ah, t'as été dérangé par les scènes. C'est pas que j'étais dérangée, mais ça m'a vraiment, à la limite de la nausée en fait. Ouais, d'accord. Voilà. Et toi, Clément? C'est difficile d'en parler sans trop spoiler par rapport à ce qu'on a dit, mais c'est un film qui te chope dans ton siège et qui te lâche pas, et il est jusqu'au boutiste, et malgré toutes les petits défauts que je peux lui retrouver, je pense que la meuf a fait son film jusqu'au bout de ses tripes, et rien que pour ça, il mérite d'être vu. Et alors s'il faut lui trouver un mini défaut, selon moi, vers le milieu, il y avait quelques longueurs. Donc si jamais vous le voyez pas au cinéma et que vous le voyez en streaming ou chez vous, et que vers le milieu vous faites chier, résistez parce que la fin est dingue. Il y a toute l'utilisation du male gaze sur le personnage de la jeune actrice, enfin de la jeune, que j'ai trouvé super long, quoi. Ouais, voilà, il y a plusieurs fois on a compris, on a compris le message. Ses fesses, on a compris qu'elle était attirante, quoi. Ben moi ça fait partie de l'outrance, quoi, de montrer que ce monde est absurde, parce qu'on insiste jusqu'au dégoût. J'étais pas dégoûté. On a beaucoup aimé The Substance de Coralie Farja, on vous le conseille. Non, il est très bien. Clément, tu avais un Siamofi, tu as aimé ça? On est tu. Ouais, j'ai fait un truc que tu m'as proposé. Certainement, qui s'appelle Catacombe. Ah oui. Alors mon truc date d'un petit peu de temps, ça date de 2014. Alors ça a été. C'est un film. Le film Catacombe. Ouais. Alors avec un nom un peu à dormir dehors, John Eric Dowd. Je sais pas si je l'ai bien dit. Un film d'horreur qui se déroule dans les catacombes, donc sous les rues de Paris. Voilà, Scarlett, qui est interprétée par Pedica Wicks, est une archéologue professionnelle qui cherche la pierre philosophale. Pierre philosophale. Rien de moins que ça. La pierre philosophale. Et elle constitue une équipe pour l'accompagner, incluant quelques guides locaux, dont notre Frenchie François Civil. Et on va s'apercevoir que cette quête va les amener de plus en plus dans leur profondeur psychologique. Comme dans les profondeurs de Paris. Voilà. Pour aller chercher quel fantôme hante leur esprit. Alors que je m'attendais à un truc beaucoup plus série B. Donc voilà. En plus, à savoir aussi que le film est filmé en food footage.
Voilà. Faut bien le phone footage. Ils explorent les catacombes eux-mêmes, quoi. Enfin, avec leur caméra. Voilà, On a retrouvé leur caméra. Et moi qui pensais qu'on avait fait le tour de cette forme cinématographique, ils réinvestissent le genre de manière assez intelligente, en passant par le son, par l'image bien évidemment, mais surtout par la narration pour nous faire passer de pièce en pièce jusqu'à une catastrophe de plus en plus dramatique pour les personnages. Donc ça reste à voir si vous pensiez avoir fait le tour du phone footage. Okay, par contre, quel est le rapport avec Buffy? Mais moi, l'horreur qui explore la psychologie. Il n'y a jamais un rapport avec Buffy. Excuse-moi. Il assume, ouais. C'est maintenant l'heure de se quitter. Oh non. Bah si. Oh non. Bah si. Non. C'était un super moment passé en votre compagnie. J'espère que vous avez beaucoup apprécié, vous qui nous écoutez, vous sur le chat. Merci encore une fois d'avoir été nombreuses et nombreux. Moi, j'ai pas trop pu avoir un œil dessus, mais Riley regardait. Riley, merci beaucoup d'avoir commenté, d'avoir fait vivre cette soirée avec nous. C'était génial. Vu tout ça, on a essayé de répondre à vos questions et de réagir quand il le fallait. Il y a eu du débat enflammé aussi. Ouais. J'ai vu, mais ça parlait de charme à un moment donné, c'est pour ça que j'ai arrêté de regarder. C'est le pic du débat. Agathe, on te remercie énormément d'être venue. Merci de m'avoir invité. Notre micro. Bah oui, c'était trop super. C'était trop super. Je savais. Comme prévu. Maintenant, oui, on se connaît un peu, je savais qu'on passerait un bon moment. Oui. C'était sûr. Merci à Xavier. Merci sans toi, Xavier. Sans toi, le son ne serait pas le. Qui aura bientôt un micro, parce qu'il dit plein de trucs au final. Mais oui, il faut lui donner un micro. On va faire ça. Pensez à nous mettre 5 étoiles sur iTunes. Sauf ça existe toujours les 5 étoiles sur iTunes. Si, sur toutes les plateformes. Il faut mettre 5 étoiles. Mettez 5 étoiles. Les meilleures notes sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et autres. Allez écouter 5e Monde aussi, parce qu'il y a 0 étoile. Allez écoutez 5e Monde. Eh ben c'est quoi 5e Monde, Clément? Explique-nous. C'est une fiction audio que j'ai écrit et mis en place pendant 2 ans. Et c'est diffusé en podcast. C'est diffusé en podcast. 5e Monde en toutes lettres. En toutes lettres. Et alors, fait un peu rêver les gens. Ça parle de quoi? Oui, ça parle de quoi? Ça parle d'une quête initiatique dans une planète très très loin de la Terre où l'Axe mène une politique dictatoriale pour empêcher les gens de toucher du doigt la fréquence. Qu'est-ce que c'est que ça, la fréquence? Eh ben, c'est un truc qui est interdit pour tous les citoyens. C'est donc de la science-fiction, ça n'a rien à voir avec le monde actuel. Dans une galaxie lointaine. Oui, il y a un rapport avec le monde actuel. Non, tu trouveras toujours un rapport avec le monde actuel. Évidemment. Donc allez écouter 5e Monde. On vous embrasse. On vous dit à très très bientôt donc pour un nouvel épisode de Pourquoi Buffy c'est génial qui sera normalement accompagné d'un épisode de Reaper. Donc n'oubliez pas les étoiles. Nous suivre sur les réseaux pour être informé de toutes nos actus. Commentez, c'est ça le meilleur. Et envoyez des mails, la rubrique de l'invité. La rubrique de le courrier, comment il a dit? On lance le courrier des lecteurs, donc on va le faire. Le courrier des auditeurs, donc envoyez vos meilleures lettres et elles seront lues en direct. Des trucs à te dire. Allez, bisous. Merci, gros bisous. Bisous. Salut.